Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre qui a failli rester non élucidé. Le 24 mai 1995, Stéphanie Fauvio, 18 ans, est retrouvée étranglée dans sa baignoire. Qui a pu en vouloir à cette étudiante sans histoire au point de la tuer violemment? Avec moi, vous entendrez les voix de Francis et Ginette Fauvio, parents de la victime, Fabrice Fauvio, frère de la victime, ainsi que les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Sur cette vidéo familiale, Stéphanie Fauvio a 18 ans. À l'époque, la jeune fille est étudiante et elle a la vie devant elle. Pourtant, quelques semaines seulement après ce moment de bonheur, la jeune fille va être agressée et tuée. 20 ans ont passé depuis le drame. Ses parents restent forcément inconsolables. Ça m'a hanté, encore maintenant. C'est inimaginable de vivre ça. On attendait la vérité et savoir ce qui s'est passé au juste ce fameux 24 mai 1995. On sait que c'est acharné sur Stéphanie, que l'auteur de cette agression s'est montré d'une particulière violence. C'est certain que Stéphanie n'aurait pas ouvert la porte à un inconnu, c'est certain. On doute de tout le monde. Tout le monde était coupable, tout le monde. Évidemment, il y a l'ADN. L'ADN que l'on retrouve en mélange avec le sang de la victime. On y va parce qu'on a l'ADN et qu'on est certain qu'avec l'ADN, c'est fini. Le plus grand ennemi des enquêteurs, c'est le temps qui passe. Lille, dans le Nord, le 24 mai 1995. C'est la veille du week-end de l'Ascension. Le centre-ville est presque désert en cette fin d'après-midi. Et tout le monde ignore le drame qui vient de se jouer dans cet immeuble du quartier de la Gare. C'est au 5e étage que vit Stéphanie Fauvio, une jeune étudiante de 18 ans. Il est 17h lorsque Karine, sa colocataire, vient récupérer ses affaires car elle part en week-end chez ses parents avec 2 de ses amis. Seulement quand elle tente d'ouvrir la porte, Karine remarque quelque chose d'anormal. Quand les jeunes arrivent devant la porte de l'appartement, impossible d'ouvrir. La serrure est obstruée par un objet métallique, probablement une clé cassée. Donc, qui pense à une tentative de cambriolage. Lilian, l'aîné des 3 jeunes, décide alors d'enfoncer la porte. Et il pénètre dans l'appartement où, a priori, il ne constate rien de particulier. L'appartement n'est pas en désordre, tout semble en place. Karine rassemble ses affaires. Mais les 2 garçons sont nerveux. Cette histoire de clés cassées et de cambrioleurs semble les tracasser. Il faut prévenir Stéphanie, qui à cette heure-ci est encore à la faculté. Lilian décide de lui laisser un petit mot. Il écrit un petit mot en disant « Stéphanie, si tu reviens à l'appartement après qu'on soit parti, ne t'étonne pas de voir la porte d'entrée fracturée. Il y a certainement eu un cambrioleur et on était obligé de forcer la porte pour rentrer. » La suite, les jeunes étudiants ne pouvaient l'imaginer. Karine se dirige vers la salle de bain. Et là, elle se rend compte qu'une fois encore, la porte est fermée. Elle se demande si le voleur les a pas entendus défoncer la porte, n'a pas pu se retrancher dans la salle de bain en s'enfermant de l'intérieur. C'est en regardant par la grille d'aération située en bas de la porte que les 3 étudiants vont découvrir l'impensable. Et c'est là qu'ils découvrent qu'en fait, il y a un pied qui dépasse de la baignoire. Un pied qui a l'air d'être suspendu en l'air. Est-ce le corps de Stéphanie Fauvio? Le cambrioleur est-il encore là, barricadé dans la salle de bain? Les 3 jeunes ont l'impression de vivre un cauchemar. Les 2 frères vont une fois de plus défoncer la porte. Et là, ils sont saisis d'effroi. Le corps qui se trouve dans la baignoire
est celui de la colocataire de Karine, Stéphanie Fauvio. Et tout laisse penser qu'elle est déjà morte. Elle est à moitié immergée, elle a les pieds qui dépassent. Dans une position particulière, la tête qui baigne dans l'eau. Elle a son peignoir qui est entrouvert, qui laisse apparaître son intimité. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que Stéphanie Fauvio trouve la mort dans des conditions aussi sordides? Qui a tué la belle jeune fille? Il est 17h30 lorsque les policiers de la Sûreté de Lille arrivent au 52 rue Faidherbe. Et très vite, un légiste va apporter un début de réponse sur le terrible scénario du drame. Elle a été ébouillantée au niveau du visage. Son visage porte des traces de brûlure, de fortes brûlures. Elle a été brûlée au 2e degré. Elle porte des traces de strangulation et elle a reçu au moins 3 coups très violents au niveau du crâne. On sait qu'on s'est acharné sur Stéphanie et que l'auteur de cette agression s'est montré d'une particulière violence. Son intimité a été blessée. Il y a des traces sur les cuisses. Tout laisse penser à une agression sexuelle. La jeune étudiante aurait donc été victime d'un viol ou d'une tentative de viol, accompagnée d'un déferlement de violence inouïe. Les policiers passent l'appartement au peigne fin. Ils recherchent des indices, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pléthore. Ils recherchent tout ce qui peut être empreinte digitale, empreinte génétique des cheveux, des mégots de cigarettes. Dans la salle de bain, sur le corps de Stéphanie Fauvio, les policiers vont trouver un indice qui devrait s'avérer déterminant. C'est un poil, très vraisemblablement un poil pubien, qui se trouve sur le nombril de la victime. Et très vite, on imagine assez facilement que ce poil pubien est la signature du criminel. Une trace ADN. Forcément, ça ne peut être que celle du meurtrier, puisqu'il a été retrouvé sur le nombril de la victime. C'est quand même pas anodin. Il est extrêmement rare d'avoir une preuve aussi évidente sur une scène de crime. Grâce à cette découverte, les policiers pensent remonter jusqu'au tueur très rapidement. Dans la chambre de l'appartement, et alors que la police scientifique termine ses prélèvements, Karine, la colocataire de Stéphanie Fauvio, est interrogée. La jeune étudiante est en état de choc. Stéphanie était sa copine d'enfance. Elles se connaissaient depuis le lycée, elles s'entendaient bien. Et lorsqu'elles auront passé leur bac, elles vont décider de prendre cette colocation ensemble puisqu'elles vont toutes deux poursuivre leurs études à Lille. C'est vraiment une étudiante, comme on peut en croiser des milliers à Lille à cette époque-là. Elle a aucun souci, aucun souci. La jeune fille va livrer aux enquêteurs une anecdote. Le matin même du crime, un événement inquiétant s'est produit. À 7h15, l'interphone a sonné. Elle est allée répondre et il n'y avait personne à l'autre bout du fil. 7h30, deuxième coup de sonnette. Cette fois-ci, c'est Stéphanie qui répond. Et même chose, personne au bout du fil. Alors, qui a bien pu à 2 reprises sonner ce matin-là? S'agirait-il du tueur? Ensuite, Karine raconte avoir quitté l'appartement à 8h05 pour aller en cours. Elle a laissé seule Stéphanie Fauvio. En fait, quand elle part, Stéphanie est en peignoir, elle s'apprête à se faire couler un bain. Retour sur la scène de crime. Il est 19h. Cela fait 2 heures que le corps de Stéphanie Fauvio a été découvert par ses amis. Lorsque quelqu'un se présente à la porte de l'appartement, c'est un témoin important de l'affaire. Il s'appelle Vincent, il a 18 ans et c'est le petit ami de la victime. Donc Vincent, n'ayant pas de nouvelles de Stéphanie, va venir à l'appartement. Et c'est là, en discutant avec les secours, qu'il se rend compte que Stéphanie est décédée.
Les policiers ont en face d'eux un homme brisé, un homme terriblement choqué. En larmes, le jeune homme raconte aux enquêteurs qu'il sort avec Stéphanie depuis plus de 2 ans. Ils devaient passer la soirée en amoureux. C'était leur première grande histoire à tous les deux. Les policiers demandent au petit ami d'inspecter l'appartement de Stéphanie. Peut-être va-t-il remarquer quelque chose d'anormal. Et lui va dire, moi je lui avais offert un collier, une bague, ça je le retrouve pas. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a que les affaires de Stéphanie qui manquent à l'appel. Et puis l'appartement ne donne pas du tout l'impression d'avoir été fouillé. C'est pas la scène classique que l'on rencontre dans un cambriolage. Le tueur a-t-il maquillé le crime en cambriolage? Avant de pouvoir tirer les choses au clair, les policiers ont une lourde tâche à accomplir, prévenir les parents de Stéphanie. Quand ils appellent chez les parents de Stéphanie, ils tombent sur Valérie, la sœur de Stéphanie. Alors ce jour-là, elle fête ses 25 ans, elle est avec son petit ami. Les parents sont partis en week-end et ils sont partis avec leur caravane. Francis et Ginette Fauvio, les parents de Stéphanie, sont au camping, au Tréport, sur la côte normande, à 150 km de là. Seulement, ils n'ont pas le téléphone sur place. Alors Valérie prend immédiatement la route, la boule au ventre, pour annoncer à ses parents la terrible nouvelle. Dans la nuit, Valérie est venue taper à la porte de la caravane en disant que Stéphanie était morte. Je comprends pas. Je comprends pas. Quand les parents apprennent la mort de Stéphanie, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un meurtre. Ils ne savent pas. Ça a été très dur pour moi de l'accepter. Je veux dire, c'est horrible pour une mère. On a paniqué. On est reparti aussi vite du Tréport à la maison. En route, les parents pensent aussi à leur fils Fabrice, le cadet de la famille. Il n'est toujours pas au courant du drame. Cette nuit-là, il était en discothèque jusqu'au petit matin. Je faisais la fête pendant que ma sœur était à la morgue. On ne savait rien. On ne savait pas ce qui s'était passé. On ne savait pas si c'était une maladie, un arrêt cardiaque. On ne savait rien. Et le plus dur reste à venir pour les proches de Stéphanie. Car bientôt, ils vont découvrir l'atroce supplice que la jeune fille a vécu avant de mourir. Les détails du crime, Francis Fauvio, le père de Stéphanie, va les apprendre le lendemain matin, alors qu'il se rend au commissariat de Lille. Ils m'ont expliqué comme quoi Stéphanie le retrouvait dans la baignoire. C'était tout, ils ne voulaient pas trop en dire. Francis Fauvio veut voir sa fille. Le père éploré se rend alors à l'institut médico-légal, même si les policiers ont tenté de l'en dissuader. Francis Fauvio va faire des pieds et des mains pour voir le corps de sa fille. Je pensais que c'était pas ma fille, c'était une autre, que c'était ma fille. Et malheureusement, j'ai vu Fanny. Ça m'a hanté, et encore maintenant. C'est inimaginable de vivre ça. On transforme un corps jeune en quelque chose d'horrible. Il n'y a plus rien. Le néant. Pour toute la famille Fauvio, la mort de Stéphanie représente un véritable séisme. Notre vie a été arrêtée comme ça, en 95. Hein. Et on a toujours été très soudés. Et on forme une chaîne. Et le fait d'avoir perdu Stéphanie, ça nous a enlevé un maillon de la chaîne. C'était le rêve d'avoir une sœur comme ça. C'est le rêve. Et là, on va casser mon rêve. « 48 heures après le crime, le 26 mai 1995, l'autopsie est pratiquée sur le corps de Stéphanie. Les causes de la mort sont confirmées, la jeune femme a été étranglée.
L'examen permet également de situer l'heure de la mort au matin du 24 mai, entre 6h et midi. Alors, dans cette tranche horaire, quelqu'un dans l'immeuble où vit Stéphanie Fauvio a peut-être entendu quelque chose. Pour le savoir, les enquêteurs vont interroger tous les habitants du 52 rue Faidherbe, à Lille. Les policiers vérifient savoir si quelques voisins étaient dérangés ce matin-là par des coups de sonnette. Or, il semble que non. En fait, les coups de sonnette ne sont pas anodins puisque le nom sur l'interphone, le nom des deux filles, des deux colocataires, ne figure plus sur l'interphone depuis plusieurs semaines. Ce qui accrédite finalement que l'auteur savait très bien où il allait et qu'il a appuyé sur le bon bouton, même en l'absence de nom et d'étiquette sur l'interphone. Cela semble évident. Le mystérieux inconnu connaissait donc sa victime. Et lorsque Karine est partie, l'homme a dû probablement ressonner et Stéphanie lui a ouvert. On pense donc qu'elle a ouvert à quelqu'un qui est un familier, à un moment où elle s'y attendait pas, puisqu'elle s'apprêtait à prendre son bain, qu'elle était en peignoir et que l'eau coulait, l'eau chaude coulait. Stéphanie était tellement méfiante sur tout qu'elle n'aurait jamais ouvert la porte dans cette tenue-là à un inconnu. C'était forcément quelqu'un qu'elle connaissait. Et par chance, un voisin a bien vu quelqu'un en bas de l'immeuble ce matin-là, vers 8h15, justement. Un locataire indiquera aux policiers qu'il a croisé une jeune fille blonde qui se trouvait en bas de l'immeuble ce matin-là. Une jeune femme blonde qui sonnait en fait à l'interphone. Lui sortait, cette jeune femme avait l'air de vouloir rentrer. Il lui a proposé de monter. Elle a refusé en disant non, si mon amie ne me répond pas, c'est qu'elle n'est pas là puisqu'elle ne s'attend pas à ma visite. Les policiers doivent désormais retrouver cette jeune femme blonde à tout prix. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Elle pourrait être un témoin capital dans l'enquête. Les policiers ne vont pas avoir à chercher bien longtemps la fameuse jeune femme blonde, car elle va se présenter d'elle-même. Il s'agit de la meilleure amie de Stéphanie. Ce matin-là, elle était allée dans une agence de voyage qui est à 2 pas de l'appartement de Stéphanie. Et puisqu'elle était un peu en avance, on a profité pour passer chercher Stéphanie et que donc à 8h15, elle a sonné à 2 reprises chez Stéphanie, mais qu'on ne lui a pas ouvert. La jeune femme a des révélations à faire. La meilleure copine de Stéphanie raconte qu'elles ont passé la soirée ensemble, elles ont dîné, puis ensuite elles sont allées prendre un petit verre en ville. Les enquêteurs vont découvrir au fur et à mesure que des tensions naissaient entre les 2 colocataires, les 2 amis. Alors qu'elles étaient effectivement très amies au lycée, la cohabitation devient un peu plus difficile. Parce qu'elles n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt, elles n'avaient pas forcément la même vie. Stéphanie aimait bien sortir, avait une vie sociale très intense. Karine était un petit peu plus renfermée, plus seule. Que Stéphanie avait beaucoup de copains, copines, donc elle avait un noyau autour d'elle. Et je pense que ça pouvait peut-être gêner Karine, qui était une personne un peu plus tranquille. Et il semblerait que la distance se soit faite entre ces 2 filles qui avaient décidé l'année d'après de ne plus habiter en colocation. Alors, Karine, la colocataire, aurait-elle quelque chose à voir avec le meurtre de Stéphanie? La suite du récit de la meilleure amie pourrait le laisser penser. Stéphanie s'était confiée à sa meilleure amie en lui disant que sa colocataire essayait de lui piquer son petit copain. Elle lui faisait un peu de rentre-dedans, elle lui faisait les yeux doux. Donc évidemment, lorsque les policiers entendent ça, ils se disent « tiens, c'est peut-être une dispute entre les 2 locataires, entre les 2 colocataires qui aurait mal tourné ». Et que c'est peut-être Karine qui a essayé de maquiller la scène en cambriolage. Karine a donc très bien pu tuer Stéphanie parce qu'elle était jalouse de son histoire d'amour avec Vincent. La colocataire devient donc la principale suspecte. Elle est donc placée en garde à vue dans les locaux de la sûreté lilloise. Mais face aux policiers, Karine va se révéler très coriace. Elle ne va pas en démordre, elle va indiquer ce qu'elle a toujours dit, à savoir qu'elle a quitté l'appartement à 8h05. Stéphanie
était encore en vie, elle s'apprêtait à prendre son bain. Et qu'après, elle ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à 17h30 quand elle y retourne avec les frères Legrand. Son emploi du temps, il est facile à vérifier puisque Karine, elle va passer des examens. Mais Karine a très bien pu tuer Stéphanie entre 6h et 8h, juste avant de quitter l'appartement. Les policiers lui mettent alors la pression. Ils sont allés vraiment très loin pour la faire craquer, parce qu'ils étaient persuadés que c'était elle. Ils lui soumettaient un scénario, qu'il y avait une dispute, que ça a mal tourné. Et donc ils vont pousser Karine dans ses retranchements. Mais Karine, elle tient bon. Karine, elle craque pas. Elle nie avec véhémence avoir quelque chose à se reprocher quant à la mort de sa colocataire. Faute de preuves, Karine, la colocataire, est relâchée. Le 7 juin 1995, les obsèques de Stéphanie Fauvio se déroulent dans l'église du village du Pas-de-Calais où elle a grandi. C'est l'occasion pour sa famille de se remémorer les images du bonheur passé. Pourquoi tu m'embarques, c'est pas tarqué là? Ouais, c'était une petite reine, une petite princesse. Stéphanie, c'est un être très sincère. Stéphanie, elle était intègre. C'était une jeune fille intègre. Fidèle, aussi bien en amitié qu'en amour. Très souriante, qui rendait beaucoup de services à ses amis. On pouvait lui demander n'importe quoi, à n'importe quelle heure. On pouvait compter dessus, quoi. Si elle pouvait nous rendre service ou autre, elle le faisait toujours avec le sourire. De Stéphanie, je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas. Et ma femme, elle avait besoin de parler, mais moi non. Personne dans la famille ne peut faire son deuil, surtout que le meurtrier court toujours. On savait que c'était un proche, quelqu'un qui connaissait. On dit, il est sûrement dans l'église. Mais nous, à l'époque-là, tout le monde était coupable. Tout le monde. Même dans l'entourage, très proche, tout ça, on doute de tout le monde. Alors on s'est mis beaucoup de personnes à dos, parce qu'on avait un soupçon. Et ça, c'est terrible. Rongés par le soupçon, les Fauvio sont décidés à prendre les choses en main. Ils veulent savoir qui a tué leur fille, à tout prix. Et parmi les suspects potentiels des Fauvio, il y a un jeune garçon, Lilian Legrand. Souvenez-vous, avec son frère et Karine, ils ont découvert le corps de Stéphanie. J'ai trouvé que la découverte du corps de Stéphanie, il n'y avait pas trop de logique dans la façon que ça s'est déroulé, je trouvais. On trouvait ça un peu rocambolesque de défoncer les portes et tout ça en pensant à un cambrioleur possible. Ils pensaient que c'était un voleur qui s'était enfermé dans la salle de bain, à un moment qu'ils ont cru. Bon, je veux bien, mais pourquoi ils ont encore fracturé la porte? S'il était enfermé, autant le laisser puis appeler la police, quoi. J'ai trouvé que le raisonnement n'était pas normal, entre guillemets. Ginette Fauvio, la mère de Stéphanie, va plus loin. Elle rapporte aux enquêteurs des confidences faites par sa fille, quelque temps avant sa mort. Stéphanie lui avait parlé de Lilian Legrand. Stéphanie m'en avait parlé, oui, qu'il avait des drôles de comportements. Lilian passait de temps en temps à l'improviste le matin dans l'appartement. Lilian venait le matin ou à d'autres moments de la journée quand elle était là et que Karine n'était pas là et qu'elle trouvait ça étonnant. Enfin, elle l'aimait pas, quoi. Elle l'aimait pas. Pour elle, il était bizarre. Elle est très mal à l'aise, en fait. Elle est très mal à l'aise par rapport à Lilian Legrand. Lilian Legrand est-il le mystérieux inconnu qui a sonné ce matin-là au domicile de Stéphanie Fauvio? Le jeune homme aurait-il dupé tout le monde? Pour la famille, cela ne fait pas de doute. Mais il y a un problème. Le jeune Lilian n'a pas du tout le profil d'un tueur ultra-violent. Il a 24 ans et il est même en ménage. Il a un BTS d'électrotechnicien, il vit en concubinage avec Sandrine, qui est la sœur de Karine. Il vient de passer le concours de la gendarmerie, il attend les résultats, une éventuelle affectation. Et pour passer le temps, il donne des petits coups de main à ses parents qui viennent d'acheter une maison. Sur lui, il n'y a pas de choses extraordinaires à raconter. C'est un garçon plutôt dans la norme.
Rien à dire. Tout de même, les enquêteurs convoquent Lilian Legrand et ils l'interrogent sur son emploi du temps pour le matin du drame, le 24 mai 1995. Et il habite à Lens. Il a quitté Lens avec Sandrine, sa compagne, à 8h, 8h05. Ils vont chacun dans leur voiture. Et lui, ensuite, va chez son père, qui habite un peu plus loin et qui est en train de travailler sur une maison qu'il a rachetée. Il est en train de la restaurer. Et il précise qu'il a effectivement passé toute la matinée à travailler en compagnie de son père. Son alibi est vérifié. Et là, on va entendre son père qui le confirme. Et on va entendre son ami de l'époque qui confirme également l'heure à laquelle il s'est levé. Et si l'on retient ses horaires, il n'y a aucune raison de ne pas les retenir. Ça rend impossible sa présence sur les lieux du crime, au moment du crime. Lilian Legrand a un alibi en béton. En guise d'ultime vérification, les enquêteurs effectuent tout de même une comparaison ADN avec le poil pubien retrouvé sur le nombril de la victime. On va se rendre compte qu'il n'y a aucune correspondance. On sait qu'il n'appartient pas à Lilian Legrand. Donc à partir de ce moment-là, tous ceux dont l'ADN ne correspondait pas, ils étaient exclus, forcément, automatiquement. Donc, dans l'esprit des enquêteurs, à partir de ce moment-là, on s'éloigne de cette piste-là. Plus de 15 jours après le drame, le mystère que l'on pensait résolu s'épaissit un peu plus. Et c'est une nouvelle expertise qui va venir relancer l'affaire. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Stéphanie Fauvio. Dans la seconde partie de cet épisode, vous allez découvrir comment l'enquête va finalement basculer. RTL vous propose de redécouvrir des affaires criminelles marquantes à travers les archives de l'émission présentée par Jacques Pradel. Du vendredi au dimanche, 3 épisodes vous emmènent au cœur de ces enquêtes avec les témoignages de ceux qui les ont vécues. Une plongée dans les dossiers qui ont marqué l'histoire criminelle à retrouver sur le site et l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes audio préférées. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Stéphanie Fauvio, vous allez découvrir comment l'enquête va finalement basculer. Avec moi, vous entendrez les voix de Francis et Ginette Fauvio, parents de la victime, Fabrice Fauvio, frère de la victime, ainsi que les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Laboratoire de police scientifique de Lille. Les résultats des analyses de sang de Stéphanie tombent. Et ils sont très surprenants. Les toxicologues ont mis en avant dans le corps de la victime une certaine quantité d'héroïne. Potentiellement, cela correspond à une prise d'héroïne qui a pu avoir lieu 1 heure à 3 heures avant le décès de Stéphanie. Mais que font ces traces d'héroïne dans le sang de Stéphanie ? Stéphanie a-t-elle été tuée pour une histoire de drogue ? Peut-être bien. Le quartier de la gare Lille-Flandre, situé à seulement une centaine de mètres de l'appartement, est en effet la plaque tournante de la drogue à Lille. Il faut se replacer aussi dans le milieu des années 90 où l'héroïne, particulièrement à Lille, était un produit malheureusement très ou trop consommé et des toxicomanes autour de la gare, il y en avait beaucoup. Donc, on va chercher du côté des dealers, essayer de voir s'il y a des connexions avec Stéphanie. Les policiers sillonnent les alentours de la gare à la recherche de suspects. Et très vite, un témoin se manifeste auprès d'eux. C'est un chauffeur de taxi qui affirme avoir vu Stéphanie en difficulté quelques jours avant sa mort. Et qui dit, j'ai vu une jeune fille qui est arrivée, essoufflée, qui courait, il y avait des jeunes gens qui étaient derrière elle aussi. Elle m'a demandé si je pouvais monter dans la voiture. Et les 2 jeunes gens se sont approchés de moi, ils m'ont dit, ne la faites pas monter, c'est une toxico, etc. Je ne les ai pas écoutés. J'ai pris la jeune fille, je l'ai déposée quelques mètres plus loin. Ce témoignage pourrait bien s'avérer providentiel. Malheureusement, le chauffeur n'est pas très précis.
c'est le moins que l'on puisse dire. Il décrit une jeune femme avec des cheveux mi-longs, alors que Stéphanie a des cheveux très longs qui descendent très bas dans le dos. Le chauffeur de taxi donne une description physique de la jeune fille qui ne colle pas vraiment avec la description de Stéphanie. Pour autant, les policiers ne renoncent pas à la piste de la drogue. Ils vont interroger les parents de Stéphanie et Francis et Ginette Fauvio réfutent la toxicomanie présumée de leur fille. Alors ça, c'est quelque chose qui ne passe pas pour nous. Stéphanie n'était pas une toxicomane. Pas du tout. Puis l'argent, qu'elle aurait eu l'argent. C'est moi qui versais de l'argent sur son compte. Non, elle n'avait aucun problème dessus. Tous ses proches, ses amis, la famille, on sait très bien que Stéphanie n'est pas une droguée. Je veux rétablir la vérité. On nous tue notre fille. Il faut déjà vivre avec ça, mais en plus la salir, là c'est de trop. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Francis et Ginette Fauvio sont persuadés que les policiers font fausse route. Ils exigent une contre-expertise. Ma mission va être de déterminer si Stéphanie était une consommatrice habituelle de produits stupéfiants et donc cet expert-là va faire une analyse des cheveux de Stéphanie. Dans le bulbe des cheveux se fixent en fait les traces d'héroïne et ça permet de savoir si on est face à une héroïnomane. Et là, les conclusions sont absolument formelles, on ne retrouve aucune trace. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans le bulbe de traces d'héroïne, ce qui veut dire en d'autres termes qu'elle n'est pas une toxicomane d'habitude et que si elle a une fois dans sa vie pris de l'héroïne, c'est quelques heures avant sa mort, mais en tout cas elle n'en est pas pris avant. Stéphanie n'était pas une toxicomane. Alors comment l'héroïne est-elle arrivée dans son sang? Les Fauvio ont leur petite idée. La drogue a été ingurgitée entre 1 heure et 3 heures avant sa mort. C'est pas possible qu'on se shoote pour une personne qui part régulièrement shooter à 7 heures du matin ou à 8 heures. C'est pas possible, je vois pas le sens. Mais je me demande maintenant s'ils l'ont... Je sais pas, je me demande, j'en suis sûr. Ils l'ont drogué avant ou après sa mort. Je sais pas. Ça, c'est encore un mystère qu'on ne fera jamais. Alors, pour brouiller les pistes, le tueur a-t-il injecté à Stéphanie de l'héroïne afin de faire croire que la jeune fille était impliquée dans un trafic de drogue? Mais là encore, aucune preuve ne vient confirmer cette thèse. L'enquête repart à zéro. Dans ce dossier, il y a une certitude. Le tueur connaissait Stéphanie Fauvio, puisque la jeune femme lui a ouvert la porte. Alors les policiers ont une idée un peu folle. Puisqu'ils possèdent un ADN masculin provenant du poil pubien, ils vont le comparer aux ADN de tous ceux qui connaissent Stéphanie. Les parents de la victime vont donc aider les policiers et consciencieusement recenser toutes les personnes qui fréquentaient leur fille. À la fin du mois de juin 1995, les parents de Stéphanie mènent eux-mêmes l'enquête au département mathématique de la faculté de Lille, où était justement inscrite leur fille. Je cherchais ce qu'on disait de Stéphanie, surtout comment elle était, tout ça, pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal. Les petits heurts que Stéphanie aurait pu avoir avec certaines personnes, on essaye d'agrandir le cercle. Un petit copain qui était peut-être un petit peu trop amoureux, qui avait des envies ou quelque chose comme ça. Ginette Fauvio accomplit alors un véritable travail de détective. Elle effectue des recoupements très minutieux. Elle cherche tous les petits détails qui peuvent, au bout du compte, mener à une piste. Tel jour, il y a eu telle personne qui a rencontré Stéphanie, je l'ai trouvé bizarre, on va peut-être enquêter sur lui. Elle va s'accrocher à l'enquête. Elle va s'accrocher à l'enquête comme à une béquille. Si j'avais pas eu l'enquête, je sais pas si je serais encore là à l'heure actuelle. Elle disait, il faut qu'on trouve. Ginette Fauvio consigne le fruit de ses recherches dans un mini-mémoire qu'elle va envoyer aux enquêteurs. Un document qui fait 14 pages où elle va mentionner tous les gens qui pourraient éventuellement être suspects. Alors il y a tous les étudiants qu'elle connaît, ses relations de faculté,
les amis de ses amis. Je voulais des réponses à mes questions. Mais ça donne un travail monstrueux aux policiers parce qu'il faut qu'ils vérifient tout. Pendant des semaines, les hommes de la sûreté vont enquêter à la fac. Ils interrogent des dizaines et des dizaines d'étudiants. À chaque fois, des prélèvements ADN sont effectués. En vain. Tous les ADN des proches de Stéphanie ont été comparés par rapport à ce poil pubien. Et aucun n'a matché. Mais malgré toutes les recherches qui ont été faites, il y a 102 personnes qui ont vu leur ADN analysé. Jamais les policiers n'ont pu retrouver à qui appartenait ce poil pubien. La présence de ce poil sur le corps de Stéphanie reste une énigme. 1 an après le drame, l'enquête est toujours dans l'impasse. Le plus grand ennemi des enquêteurs, c'est le temps qui passe. Plus le temps passe, plus les choses sont compliquées. Sauf pour les parents de Stéphanie, qui sans relâche continuent de maintenir les enquêteurs sous pression. Nous, on se battait surtout pour qu'il y ait tout le temps quelque chose à chercher pour l'enquête, afin qu'on ne clôture pas le dossier. On essaie d'ouvrir les informations au maximum. On va jusqu'à rechercher s'il y a eu des crimes semblables qui ont été commis dans la région. Et justement, le 29 mai 2000, à 30 km de Lille, à Tournai en Belgique, la ville frontalière réputée pour sa faculté est bouleversée par le meurtre sauvage d'une élève infirmière. L'affaire fait l'ouverture du journal télévisé. Madame, monsieur, bonjour. Meurtre d'une étudiante française à Tournai. La jeune fille de 22 ans a été retrouvée morte dans sa chambre d'étudiant. 18h hier soir, la police de Tournai arrive sur les lieux du drame. Ils découvrent le corps sans vie de Charlotte Olvout, 22 ans. La jeune fille préparait ses examens d'infirmière dans la chambre de deux amis qui se sont absentés toute l'après-midi. À leur retour, elle trouve les fenêtres de l'appartement fermées, les stores descendus, impossible d'entrer, la porte est fermée à clé. L'affaire fait également la une des quotidiens lillois, de l'autre côté de la frontière. Et plusieurs détails retiennent l'attention des hommes de la sûreté. C'est un meurtre d'une jeune fille qu'on retrouve dévêtue, nue. Il s'avère que cette victime est morte étranglée. Il y a un poil pubien qu'on découvre au même endroit. Sur le nombril. Coïncidence très troublante, très troublante. Et si le meurtrier de Stéphanie Fauvio avait récidivé 5 ans plus tard? Pour les enquêteurs, l'hypothèse n'a rien de farfelu. En plus, le suspect vient juste d'être arrêté. Il s'appelle Raphaël Vinck. C'est un psychopathe belge, âgé de 28 ans. Il a reconnu le meurtre de Charlotte Olvout lors d'une reconstitution organisée par la police belge. Ils vont se rendre compte qu'il a de gros problèmes psychiatriques, cet individu, qu'il est d'ailleurs hospitalisé dans un établissement spécialisé. Le meurtre de Charlotte, en fait, a été perpétré un jour où ce malade était censé être en hôpital psychiatrique. Or, il s'était évadé. Et lors de son évasion, il a tué une jeune femme. Les policiers lillois se rendent à Tournai, au centre psychiatrique des Marronniers, où Raphaël Vinck, le meurtrier présumé de Charlotte Olvout, est interné. Ils veulent l'interroger sur le meurtre de Stéphanie Fauvio, commis le 24 mai 1995. Son état ne sera pas compatible avec une audition et donc la psychiatrie belge interdit aux policiers d'entendre ce suspect. Et apparemment, l'établissement est catégorique. Ce jour-là, ce 24 mai 1995, Raphaël Vinck était bien interné dans leur unité et il n'a pas pu s'échapper. On va comparer son ADN avec l'ADN issu du poil pubien, ADN différent, donc on va écarter encore une fois cette piste. 5 ans après le meurtre de Stéphanie Fauvio, les policiers n'ont plus la moindre piste. Désormais, à moins d'un miracle, il n'y a presque plus aucune chance que l'affaire soit un jour élucidée. Au palais de justice de Lille, le dossier du meurtre de Stéphanie Fauvio passe de juge en juge. En 2005, faute de nouvelles pistes, une magistrate songe même à clore l'enquête. On nous convoque pour nous dire que le dossier
commence à arriver un peu à sa fin. On se dirige vers un non-lieu et ça, la famille Fauvio ne le supportait pas. Mes parents, avec les inspecteurs, trouvent encore des pistes encore exploitées. À fond, à chercher le petit point pour pouvoir retrouver, faire une enquête, pour éviter qu'on classe le dossier. Dès lors, les Fauvio sont loin d'imaginer qu'il leur faudra encore attendre 5 longues années pour que l'enquête connaisse enfin une avancée décisive. Nous sommes en février 2012. Un nouveau juge d'instruction reprend le dossier du meurtre de Stéphanie. En 17 ans, les techniques d'exploitation de l'ADN ont beaucoup évolué. Alors le magistrat décide de faire réanalyser tous les scellés. Et parmi ces scellés, il y a le peignoir de bain que portait Stéphanie Fauvio lorsqu'on l'a retrouvée morte. Et donc l'analyse ADN de ce peignoir va permettre de mettre au jour un ADN de contact, donc un ADN qui vient des mains, ce qui n'était pas possible en 1995, on ne savait pas extraire l'ADN de contact. Ce nouvel indice est capital, car cet ADN n'a pas été retrouvé n'importe où sur le peignoir. On le retrouve sur des endroits qui ne sont pas anodins. On le retrouve autour du col, derrière, comme si on avait empoigné la victime. Et ce n'est pas tout. Cet ADN est mêlé avec le sang de Stéphanie. Le fait de trouver un ADN mélangé avec le sang de la victime laisse à penser que cet ADN est celui du meurtrier. Grâce aux autres scellés, notamment les cigarettes prélevées dans l'appartement, les enquêteurs vont même obtenir un nom. L'ADN masculin qu'on retrouve sur le peignoir est identique à l'ADN qu'on retrouve sur certaines cigarettes retrouvées ce soir-là, qui sont en fait des cigarettes qui ont été fumées par les frères Legrand. Et là, ça match. Et ça match vers qui? Vers Lilian Legrand. Donc, celui qui a touché le peignoir, qui a son ADN mélangé avec le sang de Stéphanie Fauvio, c'est Lilian Legrand. Incroyable rebondissement. 17 ans après le meurtre, Lilian Legrand devient de nouveau le suspect numéro 1. Quelques jours plus tard, le juge avertit les parents de Stéphanie que l'enquête est en voie d'aboutir. Il ne donne pas le nom du suspect, mais les Fauvio ont tout de même leur idée. Mon premier nom cité, c'est Monsieur Lilian Legrand. Je dis franchement, j'ai tout de suite pensé à lui. Depuis 1995, on avait dit que c'était Legrand. Et c'était bien lui. Pour tout le monde, Lilian Legrand est le coupable. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas n'importe qui. Il est devenu gendarme. Il est devenu gendarme. Il est rentré dans la gendarmerie nationale. C'est un gendarme très bien noté. C'est un adjudant. Marche! Ensemble! Le militaire de 41 ans a également servi dans le corps très prestigieux de la garde républicaine, à la protection de Jacques Chirac. Il a des états de service absolument irréprochables. Donc c'est un gendarme qui est très à l'aise dans sa carrière, qui semble assez à l'aise dans sa vie de famille. Lilian Legrand a épousé Sandrine, sa petite amie de l'époque, et ils ont 2 enfants. Bref, marié, père de famille, pas l'ombre d'un problème. C'est vraiment quelqu'un de très installé, très inséré dans la société. En 2012, Lilian Legrand est informaticien à la gendarmerie de Nice. Les policiers décident de lui adresser une simple convocation, comme en 1995, mais cette fois ils vont essayer de le faire craquer. 12 novembre 2012, Lilian Legrand se présente à la PJ de Nice. Mais l'ambiance n'est plus du tout la même que lorsqu'il était un jeune homme de 24 ans. On lui signifie la raison de son placement en garde à vue, c'est-à-dire qu'on le suspecte du meurtre de Stéphanie Fauvio. Il va réciter exactement mot pour mot tout ce qu'il avait déclaré en 1995. Enfin, c'est pas quelqu'un qui paraît intimidé par la situation. Au fur et à mesure des auditions, les policiers cherchent la faille, ils essayent de le faire craquer. Les enquêteurs font comprendre à Lilian Legrand qu'il est acculé. Il n'est pas le seul à être placé en garde à vue. On va mettre en garde à vue toute sa famille. Il sait au moment où il est en garde à vue qu'il y a sa femme
son frère et même son père. Et ils vont axer leur interrogatoire en lui disant que son père, qui lui avait servi d'alibi, que son frère, qui lui avait également servi d'alibi, semble avoir un peu changé la vie. En tout cas, ils se souviennent plus très bien. La mise en garde à vue de toute la famille, c'est une vraie pression. Mais le gendarme ne craque pas. Alors les policiers jouent leur va-tout. Ils abattent la carte de l'ADN. L'enquêteur va lui dire, bon, on a l'impression que tu nous racontes des bêtises. Nous, on sait qu'il y avait ton ADN sur le peignoir. Et là, il craque parce qu'il s'attendait à tout sauf à ça. Avec le temps qui était passé, il considérait que c'était fini. Et le militaire va passer aux aveux, mais il jure que c'était un accident. Il va dire que oui, il avait une aventure avec Stéphanie. Que c'était une relation purement sexuelle, qu'il avait eu 3-4 relations sexuelles avec elle. Et il explique que ce matin-là, effectivement, c'est lui qui a sonné. Stéphanie l'attendait. Qu'à la suite d'un rapport particulièrement fougueux, elle serait tombée en arrière et se serait fracassé le crâne sur la baignoire. Les policiers croient absolument pas une seule seconde à cette version. Ce qu'il dit est quand même peu vraisemblable dans la mesure où en plus on a retrouvé des traces de strangulation. Lilian Legrand, amant de Stéphanie Fauvio, ça tient pas la route une seconde. Les policiers placent Lilian Legrand face à ces contradictions. Alors le gendarme donne une deuxième version du drame. Il dira que, pour finir, il n'avait pas de liaison avec elle. Et qu'il a sonné ce matin-là parce qu'il voulait la voir, effectivement, qu'il a eu une brusque pulsion quand elle a ouvert la porte parce qu'elle était en peignoir et nue dessous. Qu'il lui a proposé de prendre un bain avec elle, qu'elle a refusé, qu'il l'a étreint, qu'elle a voulu se débattre, qu'il voulait lui imposer une relation sexuelle, mais qu'elle a eu un mouvement de recul et que lorsqu'elle a reculé, elle a chuté, elle s'est cognée la tête. Qu'il l'a étranglée pour faire croire aussi à un cambriolage, qu'il a tout maquillé, etc. Il reconnaît les faits. Bingo pour les enquêteurs. Pourtant, une fois encore, le récit de Lilian Legrand ne convainc pas les inspecteurs de la PJ. Il n'explique pas tout, parce que par exemple, il n'explique pas le visage brûlé, parce que par exemple, la drogue reste un mystère. Alors on lui fait valoir également que ça ne correspond pas à la réalité, puisqu'il a 3 impacts sur la tête. On n'a pas la vérité, mais on a quelqu'un qui était sur la scène de crime et qui est responsable de la mort. Donc c'est pas mal quand même. À l'issue de sa garde à vue, Lilian Legrand est mis en examen pour meurtre et tentative de viol. Il est incarcéré. L'homme devra répondre à ses accusations devant la cour d'assises. Reste à savoir s'il consentira à livrer toute la vérité. Lundi 10 octobre 2016, palais de justice de Douai. Le procès de Lilian Legrand s'ouvre devant la cour d'assises du Nord. Le militaire fait son entrée dans la salle. Quand il se présente dans le box des accusés, on revoit le gendarme. Il a une veste bleu marine, une chemise blanche. Il m'a donné l'impression d'être très froid, très fermé sur lui-même. Depuis 20 ans, Francis et Ginette Fauvio veulent savoir la vérité. Mais l'attitude du gendarme douche tous leurs espoirs. Vraiment absent. On avait l'impression que c'était pas son histoire à lui, et puis c'est tout. Il n'y avait rien à cirer, puis malheureux de façon. À charge pour le ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, d'assurer sa défense. Il est apparu comme quelqu'un de très froid, mais c'est pas parce qu'il a du mal à exprimer ses émotions qu'il n'en a pas. Et c'est pas parce qu'il a du mal à exprimer ses émotions qu'il est coupable. Lilian Legrand réserve une surprise à la cour et aux jurés. Il va nier avoir joué un quelconque rôle dans la mort de Stéphanie Fauvio. Lorsque la présidente va l'interroger sur les faits, il ne prononce que quelques mots. Il dit « je plaide non coupable ». Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre. Il n'est jamais allé au 52 rue Faidherbe, il n'est jamais monté ce jour-là et il a encore moins une relation sexuelle avec cette jeune femme. Incroyable. Après avoir avoué 2 fois, le gendarme se déclare désormais innocent.
et son avocat de tirer à boulet rouge contre la police judiciaire et ses méthodes. Et il y a 32 ans que je suis avocat, jamais vu ça. La police écrit « Nous allons rechercher Lilian Legrand sous le regard de sa culpabilité ». Donc c'est clair, adieu toute velléité d'impartialité dans ce dossier-là. On y va parce qu'on a l'ADN et qu'on est certain qu'avec l'ADN, c'est fini. Pour le ténor du barreau, la présence de l'ADN sur le peignoir ne prouve rien. Alors il va dire, moi quand j'allais chez la victime, et j'y suis allé à plusieurs reprises, les toilettes, la salle de bain, c'était la même pièce. Et il y avait ce peignoir de bain qui était accroché à un clou. Et on explique parfaitement qu'il ait pu se laver les mains et qu'il ait pu s'essuyer les mains sur le peignoir avec 2 endroits principaux qui correspondent à son ADN. C'est parfaitement possible. Mais alors, si Lilian Legrand est innocent comme l'affirme son avocat, que signifie le courrier qu'il a écrit en toute fin de garde à vue à destination de sa femme? Il y a sa femme qui part pour un moment, qui lui demande de l'excuser, lui dit qu'il a toujours aimé, qu'il a fait une bêtise énorme, qu'elle prévienne ses filles parce qu'il a 2 filles. Et il termine en disant « Je suis vraiment désolé, maintenant tu sais d'où me viennent ces 17 ans d'insomnie ». Il dit à sa femme tu comprends pourquoi mes 17 ans d'insomnie, quoi. Pour moi, c'est des aveux. Là, on n'est plus face à des policiers, on est face à une page blanche. Il écrit ce qu'il veut et il n'y a aucun piège qui n'est tendu à Monsieur Legrand. Mais ça, c'est toute la difficulté de celui qui démarre sa vérité par un mensonge. Vous ne pouvez plus vous en sortir après. Enfin, vous êtes obligé de patauger. On n'avoue pas des choses comme ça en sachant les conséquences. En plus, lui, comme je vous dis, adjudant de gendarmerie, il sait bien les conséquences que ça va avoir derrière, l'impact que ça va avoir derrière. Au procès, Lilian Legrand doit s'expliquer. Seulement le gendarme se mure dans le silence. Et la cour n'apprendra rien de ce qui s'est déroulé le 24 mai 1995 dans cet immeuble du centre de Lille. Après 5 jours d'audience, Lilian Legrand est condamné à 30 années de prison, la peine maximale. Mais les parents de Stéphanie ressortent frustrés. Malheureusement, nous sommes très déçus parce que nous n'avons pas eu les réponses à nos questions. On n'a rien su. On n'a rien su. Il a changé au moins 4-5 fois sa version des faits. Alors c'est un triste individu. Lilian Legrand a fait appel de sa condamnation. Un second procès devrait se tenir d'ici 1 an. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Stéphanie Fauvio. En 2017, la condamnation de Lilian Legrand a été confirmée par la Cour d'appel de Saint-Omer. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. RTL vous propose de redécouvrir des affaires criminelles marquantes à travers les archives de l'émission présentée par Jacques Pradel. Du vendredi au dimanche, 3 épisodes vous emmènent au cœur de ces enquêtes avec les témoignages de ceux qui les ont vécues. Une plongée dans les dossiers qui ont marqué l'histoire criminelle à retrouver sur le site et l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes audio préférées. Le 27 novembre 2015, à Villeneuve-d'Ascq, une petite ville tranquille du nord de la France, le jour se lève sur un brouillard dense, froid, presque épais comme du coton. Les premières lumières filtrent à travers les vitres embuées d'un immeuble sans histoire, celui du 12 rue Georges Clémenceau. À 7h30, un voisin, en rentrant de son travail de nuit, remarque quelque chose d'étrange. La porte du 2e étage est entr'ouverte, celle de Stéphanie Fauvio. Il hésite, appelle son prénom, mais seul un silence humide lui répond. Ce n'est que le début d'une affaire qui bouleversera la région. Stéphanie Fauvio, 21 ans, était connue de tous dans le quartier. Jeune, souriante, discrète, elle vivait encore chez ses parents tout en suivant des études d'infirmière à Lille. Ce matin-là, elle devait se rendre à l'hôpital pour un stage en pédiatrie. Mais le temps passe et elle ne donne aucun signe de vie. À 8h15, sa mère, Christiane, commence à s'inquiéter. Elle tente de l'appeler, sans réponse. 10 minutes plus tard, elle décide de rentrer de son travail plus tôt. Elle sent, au fond d'elle, que quelque chose ne tourne pas rond.
Lorsqu'elle entre dans l'appartement, tout semble normal. Les volets sont entr'ouverts, le café encore tiède sur la table, la radio allumée sur France Bleu Nord. Mais une porte attire son attention, celle de la salle de bain. Elle est fermée de l'intérieur. Christiane frappe, appelle sa fille, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Silence. Alors elle force la poignée. Et là, elle découvre l'indicible. Stéphanie gît sur le carrelage froid, inanimée, nue, le corps partiellement recouvert d'une serviette. Le sang a séché sur les rebords du lavabo. Un détail glace immédiatement la mère. La position de la jeune femme, allongée sur le côté, un bras replié sous elle, les cheveux encore mouillés. Tout laisse penser qu'elle venait de sortir de la douche. Le miroir est brisé, le rideau de bain arraché et une odeur métallique emplit la pièce. En état de choc, Christiane hurle. Les voisins accourent. L'un d'eux appelle les secours, un autre tente de la retenir pour qu'elle ne touche à rien. Les pompiers arrivent en quelques minutes, mais il est trop tard. Stéphanie est morte, et tout indique que ce n'est pas un accident. À Neuf-Argevin, la police judiciaire de Lille est sur les lieux. Le commandant Lefebvre, un enquêteur expérimenté, prend rapidement la direction de l'affaire. La scène de crime est méticuleusement photographiée. Aucune trace d'effraction n'est visible. La porte d'entrée n'a pas été forcée, les fenêtres sont intactes. Un meurtrier? Oui, mais un meurtrier que la victime a laissé entrer. Les premières analyses révèlent que Stéphanie a été frappée violemment au visage, probablement avec un objet contondant, avant d'être étranglée. Le corps ne présente pas de traces d'agression sexuelle, mais les enquêteurs trouvent plusieurs cheveux masculins sur le carrelage et une empreinte partielle sur le miroir brisé. Le portable de Stéphanie, lui, a disparu. Les parents, effondrés, sont interrogés dans l'après-midi. Christiane, les yeux rougis, répète « Elle n'avait pas d'ennemis, elle était gentille avec tout le monde ». Son père, plus silencieux, se souvient d'un détail. Elle avait parlé d'un garçon, récemment, un collègue d'hôpital peut-être, mais elle ne voulait pas en dire plus. Ce garçon devient immédiatement la priorité des enquêteurs. On fouille le téléphone professionnel de Stéphanie, ses réseaux sociaux, ses contacts. On découvre alors un prénom qui revient plusieurs fois. Kevin, un jeune homme de 24 ans, interne en médecine, rencontré quelques semaines plus tôt. Ils échangeaient souvent des messages, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Certains échanges sont tendres, d'autres tendus. Le ton avait changé ces derniers jours. Le lendemain, Kevin est convoqué au commissariat. Grand, mince, les traits tirés, il affirme qu'il n'a rien à voir avec la mort de Stéphanie. Oui, il se voyait, dit-il. Oui, il se disputait parfois. Mais il n'est pas venu chez elle depuis 3 jours. Sa version semble cohérente jusqu'à ce que la police lui montre les images des caméras de surveillance de la rue. À 6h40, un homme, vêtu d'une veste sombre, entre dans l'immeuble. Son visage n'est pas visible, mais sa silhouette correspond étrangement à celle de Kevin. Mis sous pression, le jeune interne change légèrement de version. Il reconnaît être passé chez Stéphanie ce matin-là, pour lui parler, dit-il, pour s'expliquer. Mais selon lui, elle allait bien quand il est parti. Il affirme qu'elle était sous la douche, qu'il n'a rien entendu d'anormal. Pourquoi ne pas avoir dit cela plus tôt? Parce que je savais que ça me ferait suspect numéro 1, répond-il d'une voix cassée. Les policiers ne sont pas convaincus, surtout qu'une voisine, une dame âgée du 3e étage, déclare avoir entendu un cri aigu vers 7 heures, suivi d'un bruit de chute. Un autre témoin, un livreur, dit avoir croisé un homme pressé, transpirant, descendant les escaliers vers 7h10. Il portait une capuche, mais tenait quelque chose dans la main, un téléphone peut-être. Pendant ce temps, les résultats des premiers prélèvements arrivent. Les cheveux retrouvés dans la salle de bain ne correspondent pas à l'ADN de Kevin. Surprise totale. Le profil est masculin, mais inconnu des fichiers de la police. Alors, qui était cet autre homme? Une nouvelle piste surgit lorsqu'on découvre, sur l'ordinateur de Stéphanie, un message reçu la veille de sa mort. « On doit parler, c'est important. Je passerai demain matin. Ne dis rien à personne. » Le message est signé d'un simple « Monsieur ». Les enquêteurs fouillent son entourage, ses amis, ses collègues. Plusieurs prénoms avec M apparaissent. Mathieu, son ancien petit ami, Marc, un voisin au comportement ambigu, et Michel, un collègue du service hospitalier. Le commandant Lefebvre décide de convoquer les 3. Le premier, Mathieu, est un ex-rancunier. Ils se sont séparés depuis 6 mois, mais il a continué à la harceler sur les réseaux. Il nie toute implication,
affirme qu'il dormait chez sa sœur à Arras. Son alibi est vérifié, confirmé. Le deuxième, Marc, le voisin, est plus difficile à cerner. Il habite seul, juste en face, et a déjà été signalé pour des comportements intrusifs. Pourtant, son ADN ne correspond pas non plus. Le troisième, Michel, est calme, discret, père de 2 enfants. Rien ne semble le relier à un meurtre, mais il a été vu, selon un collègue, en train de parler longuement avec Stéphanie dans le parking la veille de sa mort. Peu à peu, le mystère s'épaissit. Les heures passent, les hypothèses s'effondrent. L'appartement de la jeune femme devient un labyrinthe de questions sans réponse. Pourquoi la porte n'a-t-elle pas été forcée? Pourquoi le téléphone a-t-il disparu? Et surtout, pourquoi ce message signé « Monsieur » Lefebvre, penché sur le dossier, sent qu'il manque un détail. Quelque chose de petit, d'insignifiant en apparence, mais capital. Il fait venir le technicien en identification criminelle pour examiner à nouveau la salle de bain. Sous le lavabo, coincé entre 2 carreaux, une petite tache brunâtre attire leur attention. Ce n'est pas du sang, c'est de la peinture. Peinture bleue. Peinture de bricolage? Demande Lefebvre. Non, répond le technicien après analyse. Peinture utilisée sur des uniformes de maintenance industrielle. Le regard du commandant s'éclaire. Dans l'immeuble, un seul homme travaille dans la maintenance. Il s'appelle Michel Leroy, le même Michel que le collègue de Stéphanie. Le nom de Michel Leroy s'inscrit désormais au sommet de la liste des suspects. Technicien de maintenance à l'hôpital de Lille, il connaît bien le personnel soignant, y compris les stagiaires. Les enquêteurs découvrent qu'il travaillait parfois dans le même service que Stéphanie. Marié, père de 2 enfants, la quarantaine tranquille, il incarne l'image même du collègue discret, serviable, presque effacé. Pourtant, un détail dérange Lefebvre. Pourquoi cette peinture bleue, typique de son uniforme, se trouve-t-elle dans la salle de bain de la victime? La brigade se rend chez lui en début d'après-midi. Sa maison, à 15 minutes de Villeneuve d'Ascq, est impeccable. Pelouse tondue, outils rangés, un chien qui aboie derrière le portail. Michel ouvre la porte, surpris de voir la police. « Monsieur Leroy, police judiciaire. Nous aimerions vous poser quelques questions concernant une de vos collègues, Stéphanie Fauvio. » Son visage se fige. Il baisse les yeux, hoche lentement la tête. « Oui, bien sûr, entrez. » L'entretien dure près de 2 heures. Michel explique qu'il connaissait Stéphanie vaguement, qu'ils se croisaient à l'hôpital, rien de plus. Mais Lefebvre le sent mal à l'aise, trop prudent dans ses réponses. Quand il évoque la peinture bleue, Michel se raidit. « De la peinture? Chez elle ?» dit-il en haussant les sourcils. « Je n'y suis jamais allé. » Pourtant, son alibi s'effrite rapidement. Selon le registre de l'hôpital, Michel n'était pas en service le matin du meurtre. Il prétend être resté chez lui, à bricoler dans le garage. Sa femme, interrogée séparément, confirme à moitié. Elle dit l'avoir vu vers 8 heures, mais pas avant. Les policiers demandent alors à fouiller le garage. Michel accepte, un peu trop vite. Et là, un détail saute aux yeux. Sur un établi, une veste de travail pend, tachée de peinture bleue, évidemment, mais aussi, légèrement, de sang. Une trace brunâtre, fine, presque invisible à l'œil nu. Le technicien en identification s'en empare aussitôt. Michel pâlit. « C'est vieux ça, je me suis coupé au doigt la semaine dernière. » Mais le commandant Lefebvre ne le croit pas. Le ton change. Il ordonne la garde à vue. Au commissariat de Lille, la tension monte. Dans la salle d'interrogatoire, Michel garde le silence. Ses mains tremblent, mais son regard reste fixe. Il nie encore et encore. « Je ne l'ai pas tué, je vous jure, j'ai une famille. Pourquoi j'aurais fait ça ?» Pourtant, l'étau se resserre. Les analyses ADN de la tache sur sa veste confirment qu'il s'agit bien du sang de Stéphanie. Impossible de nier. Mais alors, que faisait-il chez elle ce matin-là? « Je suis allé la voir, d'accord ?» finit-il par lâcher. « Elle m'avait appelé hier soir. Elle voulait me parler de quelque chose. J'ai accepté de passer avant d'aller au travail. Mais elle était déjà différente. » Différente comment? Froide, détachée. Elle disait qu'elle voulait tout arrêter, qu'elle ne voulait plus de moi. Lefebvre le fixe, interdit. « Vous aviez une relation. » Michel baisse la tête. « C'était une erreur, une histoire qui n'aurait jamais dû commencer. » Le commandant sans la faire basculer. Stéphanie et Michel entretenaient donc une liaison secrète. Elle, jeune stagiaire prometteuse. Lui, marié, installé, risquant tout s'il était découvert. Et la veille du drame, elle voulait rompre. Michel raconte qu'il est arrivé chez elle vers 6h45. Ils ont discuté dans la cuisine. Elle lui aurait dit qu'elle ne voulait plus le voir, qu'elle regrettait,
Il aurait tenté de la convaincre, sans succès. Puis elle serait allée se doucher et lui serait parti, en colère, mais vivant. « Vous avez quitté les lieux à quelle heure ?»« 7 heures, peut-être un peu avant. »« Et ensuite ?»« Je suis rentré chez moi. J'ai pris mon petit déjeuner. Ma femme s'est levée à 8 heures. Le problème, c'est que tout dans son récit coïncide avec l'heure du meurtre. Le cri entendu vers 7 heures, la silhouette sur les caméras et ce sang sur sa veste. Lefebvre pousse plus loin. Vous dites être parti avant qu'elle sorte de la salle de bain. Mais comment expliquez-vous le sang sur vous ? Michel reste silencieux, les yeux humides. Elle s'est blessée peut-être ? Je ne sais pas. Non, Michel, ce sang vient d'un coup violent. Vous étiez là quand elle est tombée. L'homme tremble, s'enfonce dans sa chaise, les larmes montent. Je ne voulais pas, ça s'est passé trop vite. Et soudain, tout s'effondre. Il raconte. Stéphanie l'avait appelé tard dans la nuit, en larmes. Elle voulait lui dire la vérité à propos d'un autre homme, un étudiant qu'elle voyait. Michel, furieux, avait insisté pour venir le matin même. À 6h45, il était chez elle. La discussion a dégénéré. Les mots sont devenus des cris. Elle lui a dit que tout était fini, qu'elle allait en parler à son épouse si nécessaire. Michel a perdu le contrôle. Il se souvient vaguement d'avoir attrapé quelque chose sur le rebord du lavabo. Un sèche-cheveux, peut-être, et de l'avoir lancé. Puis un bruit sourd. Elle est tombée, le sang, le silence. Je voulais l'aider, mais j'avais peur. Je suis parti. Lefebvre le regarde longuement. Il sait que ce genre de confession est souvent incomplète. Les meurtriers involontaires cherchent toujours à atténuer la violence de leurs gestes. « Et le téléphone ?» demande-t-il calmement. « Pourquoi avoir pris son téléphone ?» Je ne m'en souviens pas. Mais la fouille de son domicile, dans la soirée, balaie ce mensonge. Dans une boîte en plastique, dissimulée derrière une étagère du garage, les policiers trouvent le téléphone de Stéphanie, éteint, mais intact. Le commandant le montre à Michel. Il ferme les yeux. Plus un mot. L'affaire semble alors résolue. Une liaison cachée, une dispute qui tourne au drame, un crime passionnel classique. Pourtant, quelque chose dérange Lefebvre. Les analyses médico-légales révèlent que la mort n'est pas due au choc, mais à une strangulation prolongée. Or, Michel nie avoir étranglé Stéphanie. Il jure qu'elle respirait encore quand il est parti. Je vous dis la vérité, elle était vivante. Mais alors, qui l'a étranglée ? Le doute s'installe. Et s'il disait vrai ? Et si quelqu'un était entré après lui ? Un autre homme, celui du mystérieux message signé « Monsieur ». Lefebvre fait rouvrir les scellés de l'appartement pour un nouvel examen. Dans le salon, sous le tapis, les techniciens découvrent une empreinte de chaussure partielle, taille 43. Michel, lui, chausse du 41. De plus, la trace a été faite avec une semelle différente de celle de ses chaussures de travail. Un frisson parcourt le commandant. Et si la vérité était plus complexe qu'un simple crime passionnel ? Les jours suivants, la rumeur se répand dans tout Villeneuve d'Ascq. Le nom de Stéphanie est sur toutes les lèvres. À la télévision, les journalistes parlent d'un « drame de la jalousie ». Mais les enquêteurs, eux, savent que l'histoire ne s'arrête pas là. Car un nouveau rebondissement survient. Sur le téléphone de Stéphanie, les experts en cybercriminalité retrouvent une série de messages supprimés, envoyés depuis un numéro inconnu. Des messages de menaces. « Tu paieras pour ce que tu m'as fait. »« Tu crois pouvoir jouer avec moi ?» Le dernier message date de 6h32, soit 13 minutes avant que Michel n'arrive chez elle. Lefebvre réunit son équipe. Tout semble indiquer qu'une troisième personne était dans la boucle. Quelqu'un d'obsédé par la jeune femme, assez malin pour effacer ses traces. Les relevés téléphoniques montrent que le numéro en question appartenait à une carte prépayée, achetée anonymement dans une supérette de Lille. Mais les caméras de surveillance de cette supérette montrent un visage, celui de Kevin, l'interne en médecine, stupeur dans l'équipe. L'homme qu'on pensait écarté du dossier revient en force. Les enquêteurs reprennent son audition. Cette fois, Kevin ne sourit plus. Il nie toujours, mais son agitation le trahit. Et surtout, une comparaison ADN sur la trace retrouvée sur le miroir brisé correspond partiellement à son profil génétique. Lefebvre comprend alors qu'ils ont peut-être deux coupables, ou un meurtrier bien plus rusé qu'il ne l'imaginait. Une scène obsède l'enquêteur. Stéphanie sous la douche, Michel quittant l'appartement, Kevin approchant peut-être de la porte. 3 destins qui se croisent en moins d'1 heure, une tragédie millimétrée. Mais qui, au final, a serré ses mains autour de la gorge de la jeune femme ? L'enquête n'en est qu'à son commencement. Le lendemain matin, la lumière blafarde du commissariat glisse sur les murs gris.
Le commandant Lefebvre est déjà à son bureau, les yeux rougis par le manque de sommeil. Devant lui, les rapports s'accumulent. Témoignages, relevés téléphoniques, analyses ADN partielles. Rien ne s'aligne complètement. Quelque chose cloche. Il relit encore une fois la chronologie. 6h32, le message de menace. 6h45, Michel entre chez Stéphanie. 7h, le cri entendu par la voisine. Entre ces minutes, un brouillard complet. Le meurtrier se cache quelque part dans cet intervalle étroit. Pendant ce temps, au laboratoire scientifique de Lille, l'expert Moreau affine ses analyses. Sur la scène de crime, il avait relevé 2 empreintes digitales complètes. L'une appartenant à Stéphanie, l'autre inconnue. Ni celle de Michel, ni celle de Kevin. Et pourtant, cette empreinte correspond à un profil déjà fiché pour un délit mineur de 2019. Antoine Delaunay, 27 ans, livreur indépendant. Lefebvre fronce les sourcils, le nom ne lui dit rien. Il fait immédiatement vérifier les relevés de géolocalisation. Surprise. Le téléphone d'Antoine bornait à moins de 300 mètres de l'appartement de Stéphanie le matin du meurtre. L'équipe se rend chez lui, dans une petite résidence du centre-ville. L'homme ouvre la porte torse nu, l'air épuisé, les yeux gonflés. Police judiciaire. Nous devons vous parler de Stéphanie Fauvio. Il pâlit aussitôt. Je ne la connais pas. Vraiment ? Pourtant, votre empreinte a été retrouvée chez elle. Silence. Il s'appuie contre le chambranle, tente un sourire nerveux. Je livre des colis dans tout le quartier. Peut-être que j'ai déposé un paquet, mais il n'y a aucune trace de livraison à cette adresse. Lefebvre le sait. Et lorsque les techniciens inspectent son scooter, ils trouvent une paire de gants avec des micro-traces de sang séché. L'homme est aussitôt placé en garde à vue. Au commissariat, l'interrogatoire prend une tournure étrange. Antoine ne cesse de se contredire. Il dit avoir travaillé ce matin-là, puis admet s'être baladé dans le secteur. Il prétend ne pas connaître Stéphanie, mais son historique Facebook montre qu'il a consulté son profil des dizaines de fois. « Vous la suiviez depuis combien de temps ?» demande Lefebvre calmement. « Je ne la suivais pas. Je l'avais vue à l'hôpital une fois. Elle m'avait parlé gentiment. C'est tout. » Mais les enquêteurs découvrent rapidement qu'Antoine avait aussi envoyé plusieurs messages anonymes à la jeune femme depuis des comptes éphémères. Des messages insistants, maladifs, parfois menaçants. « Tu crois que tu peux me bloquer ? Tu verras !» Cette phrase exacte apparaît dans les SMS supprimés du téléphone de Stéphanie. Lefebvre sent un frisson lui traverser l'échine. Et si l'ombre qui planait autour d'elle depuis des semaines n'était ni Michel, ni Kevin, mais ce livreur. Pourtant, un détail déstabilise tout. Antoine possède un alibi. Il affirme avoir été filmé par une caméra de station-service à 6h55, à plusieurs kilomètres de là. L'équipe vérifie. L'image est floue, mais la silhouette semble bien être la sienne. Comment expliquez-vous votre empreinte alors ? Je vous dis que je n'y suis pas allé, hurle-t-il, frappant la table. Lefebvre le fixe longuement, sans un mot. Il a appris que parfois, le silence vaut mieux que la pression. Antoine finit par détourner les yeux, épuisé. Le commandant sort, pensif. 3 suspects, 3 récits, 3 vérités incompatibles. Michel, l'amant trahi. Kevin, l'étudiant jaloux. Antoine, l'inconnu obsédé. Et au milieu de ces hommes, une jeune femme de 21 ans, emportée par la spirale de leurs mensonges. Le lendemain, le rapport d'autopsie complémentaire tombe. L'heure du décès est fixée entre 6h50 et 7h05. Or, selon les caméras, Michel quitte la résidence à 6h57. Kevin, lui, se trouve dans un bus quittant la ville à 6h45. Et Antoine, sur la vidéo, est à la station-service à 6h55. Personne n'aurait eu le temps matériel de commettre le meurtre dans cette fenêtre minuscule. Lefebvre sent son cerveau se nouer. Quelque chose échappe. Peut-être que l'heure sur les caméras est fausse. Peut-être qu'un complice l'a aidé. Il ordonne une vérification des horloges vidéo et découvre qu'elles ont 3 minutes d'avance. 3 minutes. Et soudain, tout change. S'il corrige cette erreur, Michel est encore dans le bâtiment à 6h54. Kevin quitte le bus à 6h48, à moins de 5 minutes à pied de l'appartement. Et Antoine, lui, n'est pas encore filmé à la station. Il pouvait donc parfaitement être sur les lieux. Le champ des possibles se rouvre brutalement. Dans la salle d'enquête, le tableau blanc se couvre de flèches rouges, de photos, de lignes temporelles. « Reprenons depuis le début », dit Lefebvre. À 6h30, Stéphanie reçoit un message de menace. À 6h45, Michel entre. À 6h50, Kevin descend du bus. Entre 6h53 et 6h58, tout se joue. À 7h00, le cri.
À 7h02, la voisine appelle la police. Un silence plane. Puis l'adjointe Camille murmure « Et si deux d'entre eux s'étaient croisés ?» Lefebvre la regarde, intrigué. « Croisés ? Où ?» Dans l'escalier peut-être. L'un sort, l'autre entre. Ils ne le disent pas parce qu'ils savent ce que cela implique. L'idée paraît folle, mais plausible. Les enquêteurs fouillent les vidéos des caméras extérieures. Et là, à 6h56, une silhouette floue apparaît dans le couloir. Un homme en blouson clair montant les escaliers, tandis qu'un autre descend. La qualité est mauvaise, mais on distingue un sac noir sur l'épaule de celui qui monte. Or, Kevin avait justement un sac de ce type. Le commandant sent le sang lui battre aux tempes. L'après-midi même, Kevin est à nouveau convoqué. Cette fois, Lefebvre le reçoit seul, sans témoin. « Vous m'avez menti, Kevin. Vous êtes revenu chez elle ce matin-là ?»« Non. On vous a vu sur les images. » Le jeune homme se fige, son regard se voile. « Je voulais lui parler, juste parler. »« De quoi ?» Elle m'évitait depuis 2 semaines. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai pris le premier bus, j'ai couru. Quand je suis arrivé, la porte n'était pas fermée. J'ai crié son nom. Pas de réponse. Je suis entré. Et je l'ai vu. Il s'effondre sur sa chaise. Les larmes coulent, lentes. Elle était allongée dans la salle de bain. J'ai essayé de la relever, mais c'était fini. Alors j'ai paniqué. J'ai touché à tout. Et je suis parti. Lefebvre l'écoute sans l'interrompre. Si Kevin dit vrai, il n'est pas le meurtrier, mais le témoin direct. Pourtant, ses empreintes sur le miroir prouvent qu'il a été près du corps. Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Parce que je savais qu'on m'accuserait, j'étais le dernier à lui écrire. J'avais peur. Son désespoir semble sincère. Lefebvre le laisse repartir sous surveillance, mais son esprit bouillonne. Si Kevin a trouvé le corps à 6h56, cela signifie que le meurtre a eu lieu avant son arrivée. Michel devient alors de nouveau le principal suspect. Mais le soir même, une découverte vient tout bouleverser. Dans le drain de la douche, les techniciens trouvent un fragment de bouton métallique, tombé dans l'eau. Après analyse, il ne correspond pas aux vêtements de Michel, ni à ceux de Stéphanie. En revanche, il correspond à la veste de travail d'Antoine Delaunay, le livreur. Le commandant s'assoit, abasourdi. 3 hommes, 3 présences confirmées, 3 vérités qui s'entremêlent. Et s'il n'y avait pas un meurtrier, mais plusieurs? Camille, la jeune adjointe, avance timidement une hypothèse. Et si Michel l'avait frappée, Kevin l'avait trouvée inconsciente et Antoine était venu après, croyant peut-être terminer ce que l'autre avait commencé. Lefebvre secoue la tête. Ce serait d'une coïncidence monstrueuse, mais possible. Il ferme les yeux, épuisé. Dans cette affaire, plus rien n'est de rationnel. Le lendemain, les analyses ADN définitives tombent. Sur la serviette retrouvée près du corps, 2 profils masculins distincts. Michel et Antoine. Lefebvre sent la vérité se dessiner, lente, poisseuse. Michel a menti, Antoine aussi. Kevin a caché sa présence, mais peut-être pour de bonnes raisons. L'un d'eux a étranglé Stéphanie, l'autre l'a regardé mourir. Reste à savoir lequel. La nuit tombe sur l'île. Dans son bureau désert, Lefebvre relit le rapport d'autopsie, ligne après ligne. Et soudain, un détail minuscule lui glace le sang. Sur le cou de la victime, les marques de strangulation sont inversées. Le pouce à gauche, les doigts à droite. Le geste d'un gaucher. Il sursaute. Michel est droitier. Kevin aussi. Mais Antoine, lui, est gaucher. Alors c'est lui. Le commandant se lève, prend sa veste. Il faut agir avant qu'il ne disparaisse. Mais quand la police arrive chez Antoine, il n'y a plus personne. L'appartement est vide. La porte entr'ouverte, les lumières allumées. Sur la table, une enveloppe. À l'intérieur, une photo de Stéphanie souriante et un mot griffonné. Je voulais juste qu'elle m'aime. L'aube se leva sur Valenciennes avec une lumière blafarde, presque indifférente au drame qui s'était noué la veille. Dans la rue pavée où vivait Stéphanie Fauvio, les rideaux étaient restés clos. Seul le va-et-vient discret des enquêteurs rappelait que la maison était désormais un lieu de crime. L'adjudant Morel, café à la main, observait le trottoir humide depuis la fenêtre du salon. Il avait passé la nuit à reconstituer mentalement chaque geste, chaque parole, chaque empreinte laissée derrière la jeune femme. À 7 heures, le commissaire Roussel arriva, son visage buriné marqué par l'insomnie. « Alors, on avance ?» demanda-t-il sans détour. Morel hocha la tête,
tira un dossier de la table. L'autopsie préliminaire indique qu'elle est morte entre 19h30 et 20h15. Pas de traces de lutte importante, mais une ecchymose sur la nuque. L'arme du crime? Probablement un objet contondant, peut-être le bord du lavabo, avant que la lame ne soit utilisée. Et cette blessure au cou, c'est bien ce qui a causé la mort. Oui, le médecin légiste parle d'une plaie nette, sans hésitation. Le geste d'un habitué, pas d'un amateur. Le commissaire soupira. Et cette histoire de fenêtre brisée? Fausse piste. C'est un impact ancien. Pas d'effraction récente. Tout indique que la victime connaissait son agresseur. Roussel fit quelques pas dans la pièce, observant le désordre maîtrisé. Un verre encore à moitié plein sur le comptoir. Un téléphone portable branché près du canapé. Un sac à main ouvert. Tout semblait figé dans un instant de normalité avant le drame. « On a pu extraire quoi du portable ?» demanda-t-il enfin. « Des échanges avec un certain monsieur, numéro inconnu. Les messages s'arrêtent à 19h12. La dernière phrase envoyée par Stéphanie. « Tu viens toujours ?» Puis plus rien. Au commissariat, quelques heures plus tard, les premiers interrogatoires commencèrent. Le père de Stéphanie, un homme aux traits durs, refusait de s'asseoir. « Ma fille n'avait pas d'ennemis !» cria-t-il. « C'était une fille sans histoire !»« Je comprends, monsieur Fauvio, » répondit calmement Morel. « Mais elle voyait quelqu'un, n'est-ce pas ?»« Non. Enfin, pas que je sache. Elle travaillait beaucoup. Peut-être qu'elle me cachait des choses, mais jamais je n'aurais imaginé... » Sa voix se brisa. Roussel échangea un regard avec son adjoint. Le père semblait sincère, mais désemparé. En revanche, un détail attirait leur attention. La mère, assise à côté, gardait les bras croisés, fixant obstinément le sol. « Madame Fauvio, » demanda Morel, « est-ce que Stéphanie vous avait parlé d'un certain « monsieur » ? Non, je ne crois pas. Peut-être un collègue. Elle travaillait à la mairie. Il y a plein de « monsieur » là-bas. Un homme marié, peut-être ? La mère releva brusquement la tête. « Pourquoi dites-vous ça ?» Parce que le ton des messages laisse penser à une relation cachée. La mère pâlit légèrement. « Vous insinuez qu'elle... » « Non, ma fille n'était pas comme ça. » L'après-midi, les policiers se rendirent à la mairie de Valenciennes. Le chef du service confirma que Stéphanie était appréciée, consciencieuse. Mais une collègue, Sandrine, finit par avouer à demi-mot. Elle voyait quelqu'un, oui, mais elle ne disait jamais son nom. Juste qu'il travaillait dans les alentours. Elle paraissait amoureuse et en même temps inquiète. « Inquiète comment ?» demanda Morel. « Comme si elle attendait quelque chose, ou qu'elle craignait une rupture. Une fois, elle m'a dit « S'il apprend que j'ai parlé, je suis morte. » J'ai cru qu'elle exagérait. Ce témoignage glaça les enquêteurs. Ils fouillèrent plus profondément la vie de Stéphanie. À la banque, un retrait en liquide de 500 € la veille du meurtre. À la pharmacie, un achat d'antidépresseurs 2 jours avant. Un schéma se dessinait. Peur, secret, désespoir. Et puis, il y avait ce prénom mystérieux, cette lettre « Monsieur », qui revenait comme une obsession. En fin de journée, un coup de téléphone bouleversa la routine. « Commissaire, on a le rapport des empreintes !» cria un agent. « Et ?» 2 ADN distincts retrouvés sur le verre du comptoir. Le premier, celui de la victime. Le second, inconnu, mais masculin. Et le plus étrange, il y a aussi des traces sur la poignée de la porte d'entrée, correspondant à un certain Marc Lejeune. « Qui est-ce » demanda Roussel. « Un ancien compagnon, policier municipal, radié l'an dernier pour conduite violente sous l'emprise de l'alcool. » Le nom fit tilt dans l'esprit du commissaire. Roussel se souvenait vaguement de ce Lejeune, impulsif, jaloux, parfois brutal. Il ordonna immédiatement une surveillance. Le lendemain matin, ils le convoquèrent. Marc entra dans le bureau, nerveux mais sûr de lui. « Je n'ai rien à voir avec cette histoire », déclara-t-il dès le début. « Vous la connaissiez, pourtant », insista Morel. « Oui, il y a des années. On est sortis ensemble 6 mois, pas plus. Elle m'a quitté parce qu'elle disait que j'étais instable. »« Et vous l'avez revue récemment ?»« Non. »« Vous mentez, coupa le commissaire. Vos empreintes sont chez elle. »« Impossible. Je suis pas allé là-bas. »« Vraiment ? Et ce message envoyé à 18h57, je passe juste pour parler ? Juste. » Le visage de Marc se décomposa. Il regarda ses mains, cherchant une échappatoire. « Bon, d'accord, je suis passé. Mais juste 5 minutes. Je voulais m'excuser, lui rendre un vieux CD qu'elle m'avait prêté. Elle m'a fait entrer, on a bu un verre. Puis je suis parti. Elle était vivante quand je suis parti. À quelle heure ? Je sais pas. 19h15.
19H20. Et personne ne vous a vu ensuite? Non, je suis rentré chez moi, j'étais seul. Le commissaire nota calmement la réponse. Vous voyez, monsieur le jeune, c'est curieux, parce que le médecin légiste estime la mort entre 19h30 et 20h15. Et que sur la lame retrouvée dans la salle de bain, il y a une empreinte partielle qui ressemble étrangement à la vôtre. Marc pâlit. Ce n'est pas possible! J'ai rien fait! Vous essayez de me faire porter le chapeau! Un silence lourd s'abattit dans la salle d'interrogatoire. Morel croisa les bras, observant la sueur perler sur le front du suspect. « Alors, expliquez-nous, dit-il calmement, pourquoi votre empreinte se trouve sur l'arme du crime ?» Marc baissa les yeux. « Parce qu'elle m'a donné le couteau, pour ouvrir la bouteille, c'est tout. Après, je l'ai reposé sur le comptoir. Je vous jure que c'est la vérité. » Le commissaire et Morel échangèrent un regard. L'histoire tenait à peine debout. Et pourtant, quelque chose clochait. Si c'était lui, pourquoi n'avait-il pas fui? Pourquoi se présenter calmement? Roussel se leva, fit le tour du bureau. « Marc, dit-il doucement, si vous nous cachez quelque chose, c'est le moment de parler. Peut-être que vous n'étiez pas seul ce soir-là. Peut-être qu'une troisième personne est entrée après votre départ. » Le regard de Marc s'illumina d'un éclat étrange. « Oui, peut-être bien, murmura-t-il. Quelqu'un d'autre est venu après moi. Quelqu'un qu'elle attendait. Et vous savez qui? » Il hésita longuement, puis finit par lâcher. Un type qu'elle appelait Michel. Roussel sentit une tension dans l'air. Ce prénom, enfin révélé, pourrait tout changer. Michel? Mais lequel? Le commissaire fit signe à son adjoint. Il fallait vérifier chaque Michel du répertoire de Stéphanie. Et parmi eux, un nom surgit. Michel Dormont, marié, 2 enfants, travaillant, à la mairie. Et soudain, tout se recoupa. Le lendemain, la pluie tomba sans relâche sur Valenciennes, lavant les rues comme si la ville voulait effacer la souillure de ce meurtre. Au commissariat, le commissaire Roussel fixait le tableau couvert de photos. Le visage souriant de Stéphanie Fauviot au centre, entouré de cercles rouges, de noms, de flèches reliant les suspects. Marc Lejeune, en haut à gauche, Michel Dormont, en bas à droite. Entre eux, un point d'interrogation. Morel entra, tenant un dossier humide. « J'ai les relevés téléphoniques, dit-il, et c'est du lourd. »« Vas-y, » fit Roussel sans lever les yeux. Le soir du meurtre, à 19h03, Stéphanie a reçu un appel de Michel Dormont. Ils ont parlé pendant 6 minutes. Ensuite, à 19h12, le message « Tu viens toujours ?» À 19h16, plus rien. Le portable a été débranché à 19h25. « Éteint volontairement donc, » murmura Roussel. « Oui. » Et Michel Dormont, lui, prétend qu'il était à la maison avec sa femme. Mais sa géolocalisation prouve que son téléphone a borné juste à côté de chez la victime. Un silence s'installa. Roussel se passa la main sur le visage. Et la femme de Dormont, interrogée ce matin, elle jure qu'il était là à 20h, qu'ils ont dîné ensemble. Mensonge de protection peut-être, ou peur, dit Morel. Ou bien elle ment pour d'autres raisons, répondit lentement Roussel. Faisons venir Michel Dormont, discrètement, pas d'uniforme. L'homme arriva 2 heures plus tard, en costume gris clair, l'air respectable. Fonctionnaire modèle, cheveux poivre et sel, regard froid derrière des lunettes à monture fine. Il salua poliment, s'assit. « Commissaire, je suis venu de mon plein gré. J'ai appris ce qui est arrivé à Stéphanie. C'est terrible. »« Vous la connaissiez bien ?» demanda Roussel d'un ton neutre. « Un peu. C'était une employée sérieuse, investie. Vous étiez proche? Pas vraiment. Nous parlions travail, parfois de choses personnelles. Rien d'anormal. » Morel ouvrit un dossier. « Pourtant, monsieur Dormont, nos analyses téléphoniques montrent plus de 60 échanges entre vous et Stéphanie ces 2 derniers mois. Messages, appels, souvent tardifs. Vous appelez ça professionnel ?» Le visage de Dormont se crispa, mais il resta calme. Elle traversait une période difficile. Elle se confiait à moi. J'essayais de l'aider. En cachette de votre épouse, je ne voulais pas qu'elle se méprenne. Vous savez ce que c'est dans un couple. Roussel s'approcha lentement de lui. Et le soir du 3 février, j'étais chez moi. Vous êtes sûr? Oui. Pourtant, votre téléphone a borné à 19h20, à 100 mètres du domicile de Stéphanie. C'est impossible. Peut-être un bug. Vous êtes ingénieur réseau, monsieur Dormont. Vous savez très bien que les antennes ne mentent pas. L'homme garda le silence. Une veine battait sur sa tempe. Écoutez, dit-il enfin. Oui, je suis passé, mais seulement pour lui parler. Elle menaçait de tout dire à ma femme. Elle était instable.
Et comment s'est passée cette conversation? Mal. Elle m'a insulté, m'a traité de lâche. Je suis partie, vivante. Roussel croisa les bras, comme Marc le Jeune alors. Tout le monde la laisse vivante avant de partir. Et elle meurt 30 minutes plus tard. Vous trouvez ça crédible? Dormant serait dit, lisse à sa cravate. J'ai dit ce que j'avais à dire, je n'ai rien à me reprocher. Quand il quitta le bureau, Morel lança « Vous le croyez? Pas une seconde, mais on manque de preuves. » Alors il faut creuser ailleurs, répondit Roussel. On fouille sa voiture, son bureau, ses vêtements, tout. Et on met sa femme sous surveillance. Le soir même, un coup de théâtre. Une perquisition dans la voiture de Michel Dormont révéla une trace de sang séché sous le tapis du coffre. L'analyse préliminaire indiqua qu'il s'agissait du groupe sanguin de Stéphanie Fauvio. Le lendemain, le commissaire reçut la femme de Dormont, Claire. Elle entra tête baissée, tremblante. « Madame Dormont, commença Roussel, votre mari vous a dit où il était le soir du 3 février ? Oui, il m'a dit qu'il était rentré tôt, vers 19h30. Et vous, vous étiez où à ce moment-là ? À la pharmacie, puis à la maison, je suis rentré vers 20h. Roussel la regarda fixement. « Vous savez qu'il avait une relation avec Stéphanie Fauvio ? » « Oui, dit-elle d'une voix éteinte. « Depuis quand ? » « Je l'ai appris il y a 3 semaines. J'ai fouillé dans ses messages. Je l'ai supplié d'arrêter. Il m'a dit qu'il l'avait quittée, mais elle continuait à l'appeler. Des larmes roulèrent sur ses joues. « Et le soir du meurtre ?» demanda doucement le commissaire. « Il est parti précipitamment après le dîner. Il a dit qu'il devait régler quelque chose une bonne fois pour toutes. » Roussel échangea un regard lourd avec Morel. Voilà ce qu'il manquait. Mais avant de pouvoir agir, un nouveau détail surgit. Les caméras de surveillance d'un magasin voisin montraient une silhouette masculine quittant le quartier de la victime à 19h42. Taille moyenne, manteau foncé, sac à la main. L'image était floue, mais la démarche, elle, semblait familière. « Ça pourrait être lui », murmura Morel. « Oui, mais on ne peut pas encore le prouver. » Pendant que les analyses ADN sur le sang du coffre étaient en cours, un autre élément vint troubler la certitude des enquêteurs. L'ADN retrouvé sur la lame du couteau ne correspondait ni à celui de Dormont, ni à celui de Lejeune. Un troisième profil venait d'apparaître. Roussel resta un moment muet, fixant les résultats. Un troisième homme ou une femme, rectifia Morel. Et si c'était elle, la clé? Le commissaire fronça les sourcils. Qui? Claire Dormont. Elle savait tout. Elle avait un motif. Et peut-être la rage. L'idée s'installa dans son esprit comme un poison. Et si, pendant que Michel rentrait chez lui, quelqu'un d'autre l'avait devancé, quelqu'un qui connaissait la victime, son adresse et surtout la trahison. Les jours suivants, les analyses confirmèrent que le sang dans la voiture appartenait bien à Stéphanie. Michel Dormont fut placé en garde à vue. Mais tandis qu'il clamait son innocence, un détail échappé d'une conversation attira l'attention d'un jeune agent. Claire avait demandé à son mari, au téléphone, le soir du meurtre, si elle souffre autant que moi. Cette phrase, enregistrée par hasard sur la messagerie vocale de Michel, changea tout. Le commissaire écouta la bande en silence, puis dit simplement « Faites venir Claire Dormont ». Le bureau du commissaire Roussel baignait dans une lumière grisâtre lorsque Claire Dormont franchit la porte. Elle portait un manteau beige trop grand, les yeux rougis, les mains jointes comme une écolière convoquée pour tricherie. Pourtant, derrière cette fragilité apparente, il y avait quelque chose de tendu, d'inflexible, comme une corde prête à céder. Morel ferma la porte doucement, tandis que Roussel lui indiquait la chaise en face de lui. « Madame Dormont, merci d'être venue. »« Vous n'alliez pas vraiment me laisser le choix, » murmura-t-elle. « Peut-être pas, » concéda-t-il, « mais j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre. Le soir du 3 février, vous avez appelé votre mari à 19h38. Vous lui avez dit « Si elle souffre autant que moi ». Vous reconnaissez ces mots ? Elle leva les yeux, abasourdie. « Vous avez écouté nos conversations ?» Elles étaient sur sa messagerie. Et ces mots, Madame Dormont, ils résonnent étrangement. À quoi faisiez-vous référence ? Elle hésita, serra ses doigts si fort que ses jointures blanchirent. À rien. C'était une phrase, comme ça, de la colère. Une colère dirigée contre Stéphanie Fauvio ? Elle a détruit mon mariage, monsieur le commissaire. Elle a pris tout ce que j'avais. Vous comprenez ça ? Je comprends. Mais comprendre n'est pas justifié, Madame Dormont. Roussel fit un signe discret à Morel qui posa sur la table plusieurs photos. La salle de bain, la lame ensanglantée, le verre à vin. Claire détourna les yeux. « C'est vous qui êtes allé chez elle ce soir-là ?»« Non, je savais qu'il était parti la voir, oui.
Je voulais qu'il lui dise que c'était fini. Je ne voulais plus vivre dans ce mensonge. Mais je ne suis pas sorti. Pourtant, un témoin dit avoir vu une femme, vers 19h50, non loin de la maison. Petite, manteau clair, cheveux attachés. Vous portiez un manteau beige ce soir-là, n'est-ce pas? Elle secoua la tête, nerveusement. Il y a des centaines de femmes avec des manteaux beiges. Et des centaines de femmes trahies, répondit Roussel d'un ton calme. Mais une seule dont les empreintes partielles se trouvent sur le téléphone de la victime. Claire se figea. Quoi? Votre ADN, Madame Dormont, sur l'écran de son portable. C'est impossible. Vous êtes entrée chez elle. Vous avez pris son téléphone. Vous avez vu leur message. Et c'est à ce moment-là que la dispute a éclaté. Le commissaire ne criait pas. Il parlait doucement, presque avec compassion, mais chaque mot tombait comme une pierre. Claire commença à trembler. Vous croyez que je suis un monstre? Non. Je crois que vous êtes une femme blessée, et qu'un soir, la douleur a pris le dessus. Un long silence suivit. Puis, d'une voix brisée, elle demanda « Mon mari est ici ?»« Oui, il est en cellule. Il croit encore que je ne sais rien, n'est-ce pas? Il pense que vous l'aimez encore. » Elle eut un rire amer. L'amour? Il ne reste que la honte, monsieur le commissaire, et cette sensation d'avoir tout perdu pour quelqu'un qui ne le méritait même pas. Roussel lui tendit un verre d'eau. Dites-moi ce qui s'est passé. Pas pour nous, pour vous. Les mots mirent du temps à sortir. Mais finalement, ils vinrent, saccadés, hésitants. Je l'ai suivie. Je voulais juste la voir, comprendre ce qu'elle avait de plus que moi. Quand je suis arrivé, les lumières étaient allumées. J'ai frappé. Elle a ouvert. Elle m'a reconnu tout de suite. Et elle a souri. Ce sourire, comme si elle avait gagné. Elle se couvrit le visage. Elle m'a dit que Michel allait me quitter, qu'ils allaient partir ensemble. Elle riait. Je n'ai plus réfléchi. J'ai vu un couteau sur le comptoir. J'ai voulu lui faire peur, juste peur. Elle a reculé, elle a glissé, sa tête a frappé le lavabo. Il y avait du sang. Beaucoup, trop. Elle se tut, suffoquée. Et après? Demanda Roussel. Je ne sais pas. J'ai paniqué. J'ai pris le couteau, je l'ai mis dans l'évier. J'ai essuyé la poignée de la porte, puis je suis parti. Roussel resta silencieux. Dans un coin du bureau, Morel fixait la femme comme s'il voyait un fantôme. « Vous êtes retourné chez vous ?»« Oui. Michel est rentré plus tard. Il était pâle. Il ne m'a rien dit. J'ai compris qu'il savait. » Roussel ferma son carnet, lentement. « Vous réalisez ce que vous venez d'avouer, Madame Dormont ?»« Oui. Mais je ne veux pas qu'il paye pour moi. » Elle leva les yeux. Calme, cette fois, vidée de toute peur. « C'est moi, monsieur le commissaire. C'est moi qui ai tué Stéphanie Fauvio. » Il y eut un long moment de silence. Seul le tic-tac de l'horloge rythmait la confession. Morel sortit du bureau pour prévenir le procureur. Roussel resta seul avec elle, l'observant en silence. « Vous savez, dit-il enfin, les crimes de passion sont les plus cruels, parce qu'ils naissent de quelque chose de pur. »« L'amour » demanda-t-elle. « Oui, mais aussi la douleur de le perdre. » Lorsque Claire fut emmenée, menotte au poignet, la pluie s'était arrêtée. Les nuages se déchiraient sur un ciel clair. Dans le couloir, Michel Dormont, livide, regardait la scène. « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle lui adressa un dernier regard, sans colère, sans regret. « Ce que toi, tu n'as pas eu le courage de faire. Mettre fin à ton mensonge. » Roussel les regarda s'éloigner, puis entra dans son bureau. Il ferma la porte, posa ses mains sur le dossier de sa chaise et soupira. L'affaire semblait close, et pourtant, quelque chose le dérangeait. Une phrase dans le rapport du médecin légiste lui revenait sans cesse. La plaie a été faite après la mort. Il fronça les sourcils. Si la blessure fatale n'était pas la coupure, mais le choc sur le lavabo, alors pourquoi le couteau était-il ensanglanté? Il attrapa son téléphone. « Morel, vérifie les rapports. Revois les prélèvements sur la lame. J'ai l'impression qu'on nous a fait croire à une vérité trop simple. » Morel resta silencieux un moment avant de répondre. « Vous pensez que Claire a menti? Non, je pense qu'elle croit dire la vérité. Mais que quelqu'un, après elle, est revenu. L'hiver s'installait à Lille. Le vent froid balayait les façades en briques rouges, et dans le commissariat central, l'affaire Fauvio occupait chaque esprit. Les agents parlaient d'elle à voix basse dans les couloirs, comme d'un fantôme planant sur leurs épaules. L'enquête semblait avancer, et pourtant, plus elle avançait, plus elle se compliquait. Ce matin-là, le lieutenant Morel reçut un appel du laboratoire. Les tests ADN étaient formels. Les traces retrouvées sur la serviette de bain n'appartenaient ni à Stéphanie, ni à Philippe, ni à aucun membre de la famille Fauvio.
Une quatrième empreinte, celle d'un inconnu. Morel sentit une sueur froide lui glisser le long du dos. Qui était cet homme? Et pourquoi sa trace se trouvait-elle dans cette maison si fermée au monde? Il convoqua immédiatement Philippe au commissariat. L'homme arriva avec le visage tiré, mal rasé, les yeux cernés. Il n'était plus le même depuis le drame. Morel, d'un ton calme, lui expliqua la situation. « Monsieur Fauvio, des éléments nouveaux nous amènent à croire qu'une personne extérieure s'est trouvée dans votre salle de bain la nuit du meurtre. Pouvez-vous m'expliquer comment cela serait possible ?» Philippe resta muet quelques secondes, le regard dans le vide, puis, d'une voix presque éteinte, « Non, personne ne venait chez nous. Stéphanie n'ouvrait à personne quand j'étais absent. Je ne comprends pas. » Morel le scruta longuement. Ce n'était pas une réponse mensongère, mais une réponse vide, comme si Philippe lui-même doutait de ses souvenirs. En sortant de la salle d'interrogatoire, le lieutenant rejoignit la commandante Lemoine dans son bureau. Celle-ci, devant un tableau couvert de photos et de post-it, fit un geste vers la photo d'un jeune homme. « Voici Mathieu Leroux, voisin du couple. Il a travaillé un temps comme installateur de plomberie. On a trouvé son ADN dans la base, il correspond au profil inconnu. » Morel fronça les sourcils. Leroux, le voisin discret, celui qui disait ne rien avoir entendu? Le moine hocha la tête. Lui-même. Et tu veux savoir le meilleur? Il a disparu depuis 3 jours. Ils se rendirent ensemble chez lui. La maison était modeste, mitoyenne de celle des Fauvio. À travers les vitres embuées, on devinait un désordre étrange. À l'intérieur, un mélange d'odeurs de tabac froid et de métal. Des outils jonchaient le sol, des vêtements sales sur une chaise, mais surtout, sur le plan de travail, une photo. Stéphanie, souriante, lors d'une fête de quartier. Morel sentit la colère monter. Ce visage innocent, exposé dans la maison d'un homme désormais suspecté d'avoir été chez elle le soir de sa mort. Dans un tiroir, ils découvrirent un carnet, des notes griffonnées, souvent illisibles. Entre 2 pages, un mot. « Elle ne me regarde plus, elle rit avec lui, elle ne comprend pas. » Cette phrase, répétée 3 fois, Morel sentit que quelque chose basculait. L'affaire prenait une tournure obsessionnelle. Leroux semblait nourrir une fixation sur Stéphanie, peut-être depuis des mois. Le moine ordonna une fouille complète. Dans le grenier, un petit coffret en bois fut trouvé. À l'intérieur, des mèches de cheveux, une boucle d'oreille, un ticket de pressing au nom de Fauvio. Le silence de la pièce devint lourd, presque oppressant. Le soir même, la nouvelle se répandit. Un mandat d'arrêt fut lancé contre Leroux. Les patrouilles ratissaient les environs, les gares, les routes, mais aucun signe de lui. Jusqu'à ce qu'un chauffeur de bus appelle. Un homme ressemblant à Leroux venait d'embarquer pour Dunkerque, l'air nerveux, un sac de sport à la main. Morel et 2 agents prirent la route sans attendre. Le vent soufflait en bourrasque sur l'autoroute, et la tension dans la voiture était palpable. Morel revoyait la scène du crime, le miroir brisé, le parfum de shampoing, la trace sanglante sur le carrelage. Tout s'imbriquait. Leroux, amoureux obsédé, rejeté, franchissant la limite entre désir et folie. Ils atteignirent la gare routière peu avant minuit. Le bus venait d'arriver. Les passagers descendaient un à un, fatigués, silencieux. Puis, un homme aux cheveux en bataille, regard fuyant, apparut. Leroux. Morel s'avança, badge en main. « Police, ne bougez pas !» L'homme fit volte-face, tenta de fuir, mais 2 agents l'interceptèrent. Plaqué contre le capot d'une voiture, il hurla. « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, je voulais juste lui parler !» Ses cris se déchiraient, la nuit. Morel, sans un mot, le fit embarquer. Au commissariat, l'interrogatoire dura des heures. Leroux, le visage trempé de sueur, racontait une version floue. Oui, il connaissait Stéphanie. Oui, il l'aimait. Non, il ne l'avait jamais touchée. Il affirma être passé chez elle quelques jours avant sa mort pour lui réparer un robinet. Elle était gentille, elle m'offrait un café. Mais elle ne me voyait pas vraiment. Personne ne me voit. Morel lui montra les objets trouvés chez lui. Le carnet, la photo, les cheveux. Leroux éclata en sanglots. « Je ne voulais pas qu'elle meure, je voulais juste qu'elle m'écoute. » Pourtant, malgré ses larmes, quelque chose sonnait faux. Morel l'observait. Leroux paraissait sincèrement désespéré, mais pas coupable de meurtre. Un homme perdu, oui, un esprit dérangé peut-être, mais pas un tueur froid. Et les incohérences s'accumulaient. Son emploi du temps, vérifié par des caméras de station-service,
le plaçait à 20 km de la maison au moment estimé du décès. Le lieutenant comprit alors que l'affaire, loin d'être close, venait de s'ouvrir à un nouveau cauchemar. Le lendemain, le procureur refusa de le maintenir en garde à vue. Faute de preuves, Leroux fut libéré sous surveillance. Dans les médias, les rumeurs explosèrent. Un voisin jaloux arrêté puis relâché. L'affaire Fauvio, le mystère s'épaissit. Les journalistes campaient devant le commissariat. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Philippe, lui, enfermé chez lui, regardait tout cela à la télévision, l'air absent. Il n'avait plus de mots. La mort de Stéphanie lui arrachait chaque jour un peu plus de souffle. Mais une nuit, un appel anonyme changea tout. Une voix d'homme, rauque, déformée. « Vous cherchez au mauvais endroit. Regardez son téléphone. Pas le sien à lui. » Puis la ligne coupa. Morel se redressa d'un bond. Le sien à lui, celui de Philippe, il ordonna aussitôt la saisie du portable du mari, resté jusqu'ici intouché pour raison de deuil. Le technicien du service numérique, après quelques heures d'analyse, fit une découverte glaçante. 2 jours avant le meurtre, un message envoyé à Stéphanie, depuis un numéro inconnu, disait simplement « Tu as choisi le mauvais côté ». Et ce numéro appartenait à un téléphone prépayé, acheté en liquide mais activé pour la première fois, à proximité du bureau de Philippe Fauvio. Le puzzle venait de tourner d'un cran dangereux. Et cette fois, Morel sentit qu'il approchait du cœur noir de l'affaire. La pluie battait contre les vitres du commissariat quand le lieutenant Morel relut pour la 10e fois le rapport d'analyse du téléphone de Philippe Fauvio. Chaque ligne semblait sointer le mensonge. Le mari, si abattu, si effondré, aurait-il pu orchestrer une telle mise en scène? Morel voulait y croire, ou plutôt, il ne voulait pas y croire. Philippe avait tout du veuf éploré. Pourtant, les faits étaient là. Le téléphone prépayé, les messages menaçants, l'absence de témoins crédibles pour son alibi du soir du meurtre. Le moine entra sans frapper, un dossier sous le bras. « J'ai reçu les relevés bancaires. Regarde ça. » Elle posa les feuilles sur la table. Morel parcourut les lignes. Retraits en liquide, réguliers, les jours précédant le crime. Il sortait 200 € chaque soir, puis plus rien après le 8 novembre, la veille du meurtre. On ne sait pas où est passé cet argent. Le moine croisa les bras. « Tu crois qu'il a payé quelqu'un » Morel haussa les épaules, songeur. Peut-être. Ou il a voulu qu'on le croie. Dans les heures suivantes, une perquisition discrète fut menée au domicile de Philippe. L'appartement avait gardé l'odeur douce et triste de Stéphanie. Des bougies à moitié fondues, un flacon de parfum oublié sur la coiffeuse, une photo du couple au bord de la mer. Rien ne semblait anormal. Mais dans le tiroir d'une commode, sous une pile de serviettes, un petit étui noir retint l'attention d'un technicien. À l'intérieur, une clé USB. Morel la fit immédiatement analyser. Son contenu glaça le sang de toute l'équipe, des enregistrements audio, des conversations entre Philippe et Stéphanie, parfois tendues, parfois banales. Et puis, une séquence plus récente, datée de 3 jours avant le drame. On y entendait Philippe, la voix froide, dire « Tu crois qu'il ne se passe rien ? Tu crois que je ne vois pas comment il te regarde ?» Stéphanie, visiblement à bout, répondait « Tu deviens fou, Philippe. C'est un voisin, rien de plus. » Le bruit d'un verre qui se renverse, un cri, puis un silence. Morel sentit un frisson lui remonter la nuque. Ce n'était pas une preuve directe, mais c'était un portrait. Celui d'un homme jaloux, blessé, sur le point d'exploser. Quand Philippe fut convoqué de nouveau, son attitude changea. Il ne pleura plus, il ne supplia plus, il semblait vide, comme s'il avait abandonné l'idée de convaincre. « Pourquoi ces enregistrements, Philippe ?» demanda Morel d'une voix mesurée. « Pour me souvenir de sa voix, » répondit-il sans le regarder. « Vous mentez, vous surveillez votre femme. Non, je voulais comprendre ce qu'elle ressentait. Et ce numéro inconnu, le téléphone prépayé activé près de votre bureau, ce n'est pas moi, mais son ton manquait de force. » Morel sentit qu'il ne disait pas tout. En sortant de l'interrogatoire, le moine posa une main sur son épaule. « On le tient, non ?»« Pas encore, » soupira Morel. « Il manque le geste, la preuve physique. » Cette preuve arriva d'une manière inattendue. Le lendemain, un employé municipal chargé de déboucher les canalisations derrière la résidence des Fauvio appela la police. Un objet métallique venait d'être retrouvé dans le conduit d'évacuation, coincé sous la grille. C'était un rasoir électrique cassé, couvert de calcaire. À première vue banal, mais les experts confirmèrent bientôt qu'il portait des traces de sang et des empreintes partiellement effacées. L'ADN appartenait à Stéphanie.
et sur le manche, un fragment de peau correspondant à Philippe Fauviot. Lorsque Morel reçut le rapport, il s'assit lentement. Le rasoir avait disparu de la salle de bain après le crime, et personne ne l'avait retrouvé. Maintenant, il réapparaissait, jeté dans les égouts, à quelques mètres de la maison. L'arme du crime? Pas encore prouvée, mais plausible. Le procureur autorisa aussitôt une mise en examen pour homicide volontaire. Quand les policiers vinrent arrêter Philippe, il ne résista pas. Il se laissa passer les menottes, les yeux vides. Dans la voiture, il murmura simplement « Je savais qu'on finirait là ». Au tribunal, la salle était pleine. Journalistes, curieux, proches, tous venus pour assister à la chute du mari parfait. Les premiers témoignages dressèrent un portrait contrasté. Un homme aimant, mais instable. Un couple soudé en apparence, rongé en secret. Un voisin affirma l'avoir entendu crier, une autre parla de disputes répétées à propos d'un homme du quartier. Puis vint la pièce centrale, les enregistrements audio diffusés dans un silence glacial. La voix de Stéphanie, tremblante, demandant à Philippe de la laisser tranquille. Celle de Philippe, hachée, blessée, jalouse. Le procureur plaida la rage, la perte de contrôle. Un mari obsédé par la peur d'être trahi, qui transforme l'amour en possession. Une dispute éclate, un geste de trop, la violence, puis la panique. Mais la défense répliqua avec habileté. Absence d'aveu, absence d'armes confirmées, absence de témoins. Vous avez un homme détruit, pas un meurtrier, lança l'avocate. Un homme manipulé, peut-être, par quelqu'un d'autre. Et justement, quelqu'un d'autre entra alors dans l'équation. Un témoignage de dernière minute. Une collègue de Philippe, une certaine Marion Delvaux, affirma que le jour du crime, Philippe avait quitté le bureau à 19h15. Or, selon le médecin légiste, la mort de Stéphanie avait eu lieu entre 19h et 20h. Ce détail, à lui seul, aurait pu être accablant. Sauf que Marion avait été longtemps proche de Philippe, selon plusieurs collègues. Trop proche. Le doute s'installa dans la salle d'audience. Et dans ce doute, la vérité se cacha encore un peu plus. Morel, dans le fond de la salle, observait le visage de Philippe. Pas de colère, pas de peur. Une tristesse infinie, presque résignée. Comme un homme qui portait un fardeau dont il ne savait plus s'il était vraiment coupable. À la sortie, le moine le rejoignit sous la pluie. « Tu crois qu'il l'a fait » demanda-t-elle. Morel resta silencieux un long moment, puis répondit « Je crois qu'il sait ce qui s'est passé, mais pas forcément parce qu'il en est l'auteur. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, il alluma une dernière cigarette. Il relut la transcription de l'appel anonyme. Regardait son téléphone, pas le sien à lui, et une phrase le hanta toute la nuit. Et si ce « lui » n'était pas Philippe? Le lendemain, un nouveau rapport de téléphonie parvint au bureau. L'analyse croisée des antennes révéla un détail jusqu'alors ignoré. Le téléphone prépayé, celui du message menaçant, avait aussi capté un signal à proximité, du domicile de Marion Delvaux. Le dossier atterrit sur le bureau du lieutenant Morel à l'aube, accompagné d'un café froid et d'un pressentiment amer. L'analyse des antennes relais venait de faire tomber un masque. Le téléphone prépayé, celui utilisé pour envoyer les messages menaçants à Stéphanie, avait été localisé non seulement près du bureau de Philippe, mais aussi, à plusieurs reprises, près du domicile de Marion Delvaux. La coïncidence devenait impossible à ignorer. Marion Delvaux, la collègue trop attentive, la confidente trop disponible. Belle, vive, mystérieuse, elle travaillait depuis 3 ans dans le même service que Philippe. Tout le monde savait qu'elle éprouvait pour lui une admiration discrète, mais tenace. Morel avait déjà noté son comportement étrange lors de l'audience. Un regard trop long vers l'accusé, un frémissement imperceptible quand le nom de Stéphanie était prononcé. Et si l'amour contrarié avait changé de camp? Le lieutenant demanda aussitôt une surveillance téléphonique. 2 jours plus tard, un message intercepté confirma ses soupçons. Marion écrivait à une amie « Je ne peux plus supporter tout ça. Ils ne comprendront jamais. C'est moi qui l'ai fait pour lui. Et maintenant, il m'oublie. » Le sang de Morel se glaça. C'était une confession implicite, mais puissante. Le moine, mis au courant, resta silencieux un instant avant de murmurer « C'est toujours les histoires d'amour qui finissent en crime. » Le 13 novembre, à 6h du matin, une équipe de la PG se présenta à la porte de Marion. Elle ouvrit en chemise de nuit, les yeux gonflés. Elle ne résista pas.
Sur la table du salon, un ordinateur portable affichait une page blanche, mais dans la corbeille, les techniciens retrouvèrent un document supprimé la veille. Lettre à Philippe, ce que je voulais te dire avant de partir. À l'intérieur, des phrases éparses. Elle te méritait pas, elle riait de toi, je l'ai vu, moi je t'aimais, moi je t'écoutais. Et plus bas, comme un aveu noyé dans la douleur, je voulais qu'elle parte, pas qu'elle meure, mais c'est allé trop vite. En garde à vue, Marion resta d'abord muette. Ses doigts tremblaient, ses yeux fixaient un point invisible sur le mur. Puis, après 10 heures d'interrogatoire, elle lâcha. Je suis allé chez eux, oui, mais elle m'a provoqué. Elle savait que Philippe m'aimait. Morel l'écoutait, sans un mot. Elle riait, alors je l'ai poussée, elle est tombée, sa tête a frappé le rebord de la baignoire. Il y avait du sang. Beaucoup de sang. Un silence, puis j'ai paniqué. J'ai pris le rasoir pour effacer les traces. Je voulais juste faire disparaître ce qu'elle avait dit. Les mots flottaient dans l'air, lourds, irréversibles. Le moine derrière la vitre croisa le regard de Morel. Il n'y avait plus de doute. Philippe, rongé par la culpabilité, avait protégé sans le savoir la véritable meurtrière. L'amour maladif de Marion l'avait conduite au cauchemar, mais l'affaire n'était pas encore bouclée. Les experts confirmèrent la version de Marion sur plusieurs points. Des traces de sa semelle furent retrouvées dans la salle de bain, mêlées au sang de Stéphanie, ainsi que son ADN sur la serviette et la poignée de porte. Les horaires coïncidaient aussi. Son téléphone portable s'était brièvement connecté à une antenne située à 400 mètres de la maison Fauvio à 19h12, l'heure présumée du décès. Face à ces éléments, Marion s'effondra. En larmes, elle murmura « J'ai voulu qu'il me voie, qu'il sache jusqu'où j'irai pour lui, mais il ne m'a jamais regardé, même après ça. » La salle d'interrogatoire semblait se rétrécir autour d'elle. Morel la fixa longuement avant de dire, d'une voix presque compatissante, « Vous ne l'avez pas fait pour lui, vous l'avez fait pour vous, pour qu'on se souvienne de vous. » Elle releva les yeux, défaite. Peut-être. Le lendemain, Philippe fut libéré. La presse, qui l'avait crucifié pendant des semaines, titra « L'époux innocent, la vérité enfin révélée ». Mais son visage, en sortant du commissariat, disait autre chose. Pas la joie, pas le soulagement. Une immense fatigue, une douleur muette. Il serra la main de Morel et dit simplement « Vous savez, lieutenant, je ne suis pas sûr d'être plus libre qu'avant. » Puis il disparut dans la foule. Le procès de Marion Delvaux se tint 1 an plus tard. Elle arriva amaigrie, vêtue sobrement, le regard vide. L'expert psychiatre parla d'amour obsessionnel, délire érotomaniaque, altération du discernement. Les jurés, partagés entre la pitié et la répulsion, écoutèrent sans respirer la reconstitution des faits, l'intrusion, la dispute, la chute, le silence. Puis la panique, le rasoir, la fuite par la porte de derrière. Le procureur demanda 20 ans. Le verdict tomba après 6 heures de délibération. 15 ans de réclusion criminelle. Dans la salle, Philippe resta immobile. Quand le juge prononça la peine, il ferma les yeux. Une larme coula, mais ce n'était pas celle de la vengeance. C'était celle d'un homme qui comprenait enfin que le véritable monstre n'était pas la haine, mais l'amour déformé par la solitude. Quelques semaines plus tard, Morel reçut une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une photo, celle de Stéphanie, souriant au bord de la mer. Au dos, quelques mots écrits d'une main tremblante. Merci de lui avoir rendu son nom, M.E.D. Il rangea la photo dans son dossier, referma la chemise et posa sa main dessus comme sur une tombe. L'affaire Fauvio était close, officiellement du moins, car dans les tréfonds du commissariat, un autre dossier commençait déjà à s'empiler sur son bureau. Une autre femme, un autre mystère, une autre vérité à déterrer. Mais ce soir-là, Morel éteignit la lumière, laissa la pluie battre les vitres et murmura pour lui-même « Dans les crimes d'amour, il n'y a jamais de coupable, seulement des cœurs qui ont cessé de battre au mauvais moment. »